Claude MC prend le microphone, genre Love Story Ragamuffin, pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma cam, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Ouh. Ça marche aussi pour être check micro. Ça marche. Hein. C'était MC Solar. C'était MC Solar. Chut. Et ça reste entre nous. Non, on le vend au Patreon. On le vend NTF en NC. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est NTF, le nouveau truc? NFC. Non, tu vois, maintenant il y a un truc. Un certificat blockchain pour les. Oui, c'est ça, digitales. Les œuvres digitales. Numérique, on peut plus dire. Ça, j'ai pas suivi encore. Ah. Si, ils vont vendre le TikTok du monsieur qui fait du skateboard avec son jus de canneberge. Ok. Et ils lui ont mis un machin NDSFS ou je sais pas quoi pour identifier l'origine de la vidéo. Et $500,000. Ouais. Et donc là, on a commencé le podcast là. Ouais. On est cool. Ok. Ouais. Et ils ont vendu un tweet aussi, c'est ça. Le premier tweet du fondateur de Twitter a été vendu de cette manière-là. Ben voilà. En fait, moi, j'ai entendu parler de ça. C'est ça? Non. Si. Non, ouais, j'ai pas suivi encore. T'as pas encore... normalement, j'arrête pas de suivre les news tech, mais là, je sais pas, depuis 2 semaines, ça me saoule un peu. Il fallait venir sur Amour Chips pour être tenu au courant de la tech. Donc, en gros... D'habitude, j'écoute quand je fais mon jardin, je mets mon podcast, je fais le karcher, je coupe les trucs, et comme pour le moment, il fait un peu moche, je me suis pas encore mis au jardin. Ah, c'est ça, donc t'as pas encore écouté Amour Chips. Non, voilà. Ouais. Mais le printemps arrive, donc oui, c'est ça. Je vais pouvoir rattraper tous les épisodes que j'ai de retard. Il y en a plein. Les news de la tech. Mais donc, pour revenir à ce truc, moi aussi j'ai découvert ça ce week-end. Je sais pas, ça fait un boom parce que en un week-end j'en ai entendu parler sur tous les blogs. Et donc c'est ça, apparemment, tu peux vendre. Donc on parle pas du tout en expert là, parce qu'on n'a pas du tout préparé, on improvise. C'est vrai qu'on parle souvent en expert. Mais oui, c'est ça. Donc c'est certifié expert. Tout ce qu'on dit, c'est de l'expertise. Tout ce qu'on dit, c'est de l'expertise et c'est certifié NTFC, NSF, MS, sans contact. MST. Et donc c'est vente en numérique tu es mais t'es le propriétaire de ça. Mais c'est ça, t'achètes l'original juste et la le fait paternité. que t'es propriétaire. C'est ça. Donc c'est comme si t'achetais une œuvre d'art et que tout le monde peut la voir sur internet au lieu qu'elle soit juste chez toi. Elle est sur internet. Mais du coup tu gagnes de l'argent avec les droits de non, je sais pas. Je pense pas. C'est ça, t'achètes la paternité de l'œuvre en fait. C'est quelque chose du genre. Ok. Écoute, mais en plus, il me semble, est-ce que JB en a pas parlé Non, c'est moi qui en ai parlé sur le Slack avec JB. Ouais. Parce que c'est la première fois que j'ai vu passer ça, c'est donc notre pote Cécilia, tu vois, qui travaille à New York là, et qui est dans les trucs. Elle a posté une vidéo. Non, attends, c'était quoi? C'était un tweet, non, un Instagram qui disait suivez le travail de mon ami qui a fait un clip pour Boys Noise, et ce clip-là est achetable en MST, NTF. Quelqu'un pourrait acheter ce podcast et en être propriétaire, quoi. Et voilà, c'est ça l'idée. Heureusement qu'Alex est venu. C'est ça qu'on va faire. On va vendre nos podcasts. Tu pourrais même les faire à un exemple, enfin un auditeur, et tu le mets aux enchères, quoi. Comme l'album de Wu-Tang Clan. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs qui avait été acheté par c'était qui le gars l'homme le plus détesté du monde. Mais oui, c'est pas ça. Ouais. Je ne sais plus son nom. On l'appelle le gros con. Il avait pas acheté aussi des vaccins et tout et qui. Il est pas personne. C'est pas un mec gentil. Non. Si attends, il avait acheté la licence pour quelque chose par rapport à un médicament pour les séropositifs et du coup il l'avait vendu $50,000 au lieu de 50. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était le petit quart d'heure information à peu près. D'ailleurs pour faire la boucle entre tu vois, tout à l'heure je parlais de Cécilia et puis il y a Tom Gall aussi qui a commencé à vendre ses œuvres en MST, NTFC. Et avec Tom Gall, il y a quelques années, on avait un club qui s'appelait Internet Club et on avait créé on faisait plutôt des blagues sur Internet, donc on créait des petites applications en blagues. Et on avait fait un site qui s'appelait Mono Upload en réponse à Mega Upload et tu pouvais uploader ce que tu voulais sur le serveur mais c'était un à la fois. Donc tu uploadais un truc et si quelqu'un passait derrière toi, ça écrasait ton truc et ça mettait le sien à la place. Et du coup ça ne servait à rien mais c'était juste marrant de le faire. Non, c'est pas mal. Il y avait Sad Tweet aussi. Il y avait quoi? Sad Tweet, lui qui avait fait ça où tu te connectais et c'était les tweets qui avaient eu 0 réponse et 0 like je crois que c'est et lui tu qui les a fait voyais ça, passer avec une petite musique triste. On mettra un lien vers le travail de Tom Gall parce que donc c'est un internet artiste qui est assez qui fait des trucs assez chouettes. Donc voilà, super. Et avant de se lancer dans le dur, on va chercher le café. On peut avoir le café?
justement vu un reportage la semaine passée sur un mec qui sortait que des trucs inutiles sur Internet. Et que c'était devenu son passe-temps. Non, mais il faisait des trucs genre, je crois qu'il avait fait un outil pour détruire une réunion Zoom. Donc tu peux envoyer le lien. Tu envoies le lien à l'outil et en fait t'as un espèce de bot qui se connecte et qui met des bruits d'enfants qui pleurent. Oh, putain, l'enfer. Et des trucs que tu peux pas couper. Et donc quand t'en as marre d'être dans une réunion, je crois que tu balances juste le lien et le bot se connecte et détruit la réunion, quoi. C'est pas du tout inutile. Et tu peux choisir, non, c'est super utile. Et alors, tu peux choisir le type de bruit. Donc, enfant qui pleure, marteau piqueur, et vraiment plein de trucs comme ça. Et, ouais. C'est bien. C'est bien. Okay. Faudrait que je retrouve le lien. Bah ouais, retrouve le lien, on le mettra dans la description. Mais Internet, c'est super. Bottom line, Internet, c'est super. Ouais, il y a des mecs aussi dans une, je sais pas si vous avez vu passer ça. C'est, ils ont une ferme avec des petites chèvres. Et tu peux, pour 5 €, tu peux la connecter dans ta réunion Zoom. Et tu veux faire une blague à tes copains, de dire, hey, il y a une chef qui arrive. Et donc, ils ont engagé des gens et ils ont rentré genre 100 000 balles depuis le début du confinement parce qu'il y a plein de gens pour des anniversaires, des réunions qui connectent la chèvre. Et à un moment donné, tout le monde fait, ah, trop mignon, tout ça. Et ils se font des couilles en or avec leur chèvre. Voilà. C'est comme le truc qu'on s'est partagé sur Slack du gars ils font un zoom hyper important, hyper sérieux. Ah oui. Genre des gars plutôt 60 ans, genre très balèzes. Et il y a un gars, il se connecte sur Skype et sa fille qui avait utilisé Skype avant avait laissé le filtre petit chat. Et donc il est en train de faire le zoom et c'est juste, il est en filtre petit chat et il peut pas l'enlever et il y a une espèce de pseudo malaise. Mais surtout, ce qui est à mourir de rire, c'est qu'ils sont obligés de préciser I'm not a cat. Et il est calé dans son truc et à un moment donné, je pense qu'il se dit bon, foutu pour foutu, je vais continuer. Et donc il parle de sujets hyper sérieux. Je crois Non, mais en plus, je crois qu'il passe une audition. Il est devant son juge, je crois. Oui, c'est un truc de cours. Mais c'est pas si c'est un cours ou je crois qu'il. Non, de cours. de court. De court, ouais, je trouve, oui. Court. The justice. The justice. Moi, tu réfléchis en anglais dans ta tête, oui. hein, c'est ça. Mais oui. Bah voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire avec qui on est, parce qu'on entend ta voix, Alex. C'est Alex. Salut. On entend la voix, mais on ne sait pas encore. Donc, merci d'avoir prêté ton temps pour l'enregistrement de ce podcast. On dirait que je fais la fin, comme si c'était fini. On pourra pas te le rendre, malheureusement, mais merci de nous l'avoir prêté. Quand vous voulez. Bah voilà, merci, salut. Et donc Alex, on va prendre le temps de parler de tout ce que tu fais, parce que tu fais aussi 1 million de choses, mais globalement, tu es programmateur de festival. Ouais. Plus alors un peu tout le reste, et je pense que les sujets dont on parlera, enfin en tout cas nous, l'angle avec lequel on avait envie de parler, c'est surtout de la smart curation, parce que je pense que tu t'es un peu spécialisé dans cette question-là. T'as vu comme j'ai plombé l'ambiance d'un coup. Ouais. Au début on riait et tout, et maintenant c'est juste que j'ai presque plus de café déjà. Mais je peux remettre chauffer de l'autre. Non, effectivement, c'est via les festivals et la programmation de festivals que j'ai commencé. Mais, et justement, raconte un peu le début, parce que moi je la connais l'histoire, mais c'est toujours un peu rigolo. Moi je fais l'auditeur crédule. Je ne te connais pas du tout. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis juste un gars de la région liégeoise qui à 16 ans s'est rendu à Dour. Non, d'abord j'ai fait mon premier festival, c'était Werther quand même. C'était 97. J'ai vu Daft Punk en live. La tournée live de Daft Punk où ils jouaient les morceaux live. Non, c'était vraiment mon premier festival. Et puis après, je suis allé... Non, c'était avant ça. C'était 95 avec... Moi, si je commence par là, on va se faire vraiment prendre des heures. Je vais accélérer. De toute façon, on a plein de temps, avec Jeff Buckley, mon premier pogo d'Offspring à 12 ans, ne sachant pas ce que c'est un pogo, à me faire défoncer par des gros gars, etc. Et puis après, je suis allé au Pukkelpop, je crois, l'année d'après, et puis je suis allé à Dour, et là j'étais dans la file du camping et j'ai vu le truc, je me suis dit ça c'est vraiment mon truc, quoi. J'adore ce festival, la diversité musicale, l'ambiance, l'esprit des gens, la boue, tout. Il y avait pas de boue cette année-là, il faisait assez chaud, j'avais pas de thune d'ailleurs, donc ce que j'avais pris comme thune a duré plus ou moins une journée. J'avais pris un peu des grannies dans l'armoire de ma mère. Et j'ai bouffé des grannies pendant 3 jours, et le samedi midi j'ai craqué, je suis rentré. J'en pouvais plus. En plus j'avais pas de copain qui était venu avec. J'avais un copain sa mère avait plus ou moins dit OK pour venir avec.
Non, mais il avait le droit de venir genre 2 jours, mais tu sais, quand on avait que 14 ans, envoyé à Dour, donc je me suis retrouvé à un moment donné, puis c'était une année de canicule, donc il distribuait de l'eau, etc., donc j'avais quand même à boire, c'était pas mal. Enfin bon, bref, je suis tombé complètement amoureux du festival, je me suis dit, bah ouais, c'est ça que je veux faire. Et alors, j'ai commencé à tout faire pour travailler pour ce festival-là. Et donc, à 17-18 ans... Non, j'avais un webzine à l'époque, qui s'appelait Nameless, qu'on a lancé en 98 avec toute une bande de copains, dont toi, d'ailleurs. Dont moi. Dont toi. Et puis, on a commencé via ça. J'étais en contact avec le créateur, le directeur du festival, Carlo Di Antonio, qui... à l'époque, c'était les débuts d'Internet. Il n'avait pas de site Internet. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, j'ai un webzine. Si tu veux, je te fais une page pour ton festival. C'était pour un festival qu'il organisait à Esneux. C'était le Riverside à l'époque. C'est comme ça, je lui ai dit, si tu veux, je te fais une page Nameless/Riverside. Comme ça, tu mets le lien sur tes affiches. Je te le fais gratos. Et j'ai commencé à bosser avec lui comme ça. On a commencé à s'envoyer des trucs. Moi, j'étais content parce que j'avais un peu des tickets gratuits. Je pouvais un peu commencer à aller backstage. Et lui, il avait un site Internet. Il avait une présence sur Internet qui ne lui coûtait rien. Donc, c'était vraiment win-win. Et alors, en 2000, je lui ai dit, écoute, ton site Internet du festival, il est vraiment pas terrible, du festival de Dour. Il faudrait changer ça. Et l'année d'après, il m'a dit, tu veux pas le faire parce qu'en fait, j'ai personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et alors, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Il m'a appris en 2004. Je lui ai dit, ce serait pas mal d'avoir un peu plus d'indie parce que l'indie ça marche bien pour le moment. Alors il m'a dit, tiens, programme une scène Nameless avec tout ce qui était indie. Et... C'est-à-dire sur cette scène-là que tu nous avais fait jouer. Ah non, avec Zitoum on avait joué, mais c'était pas sur la scène Nameless. Non, parce qu'en 2000, à partir de 2000, j'ai commencé à proposer des artistes. J'en ai programmé 1 ou 2. Je lui ai dit, ce serait bien de faire ça et pour me faire plaisir. Voilà, il me disait, t'as pas des chouettes groupes locaux, alors je recommandais des noms. Je me souviens de One Line Drawing que toi t'avais fait. Ouais, il y avait Jonah venir. Matangra de One Line Drawing et voilà, je commençais à programmer des artistes un peu comme ça. Puis 2004, je commençais à avoir cette scène avec l'équipe Nameless. Et quand j'ai fini mes études d'informatique, dont je n'ai pas parlé encore, en 2005, je lui ai dit, voilà, je viens, je commence en septembre. J'ai pas postulé, j'ai pas demandé, j'ai dit, c'était naturel pour moi. J'étais là pour ça. Et puis après lui, sa carrière politique s'est envolée, donc il a fini par quitter le festival, en tout cas en tant que directeur, en tant qu'organisateur. Il reste le propriétaire et donc petit à petit, j'ai dû reprendre le bébé de la programmation. Donc je suis devenu à un moment donné directeur artistique, mais c'était vraiment... Puis la pression montait, il y avait de plus en plus d'offres à faire, de budget, de pression, etc. Et j'étais solo, donc j'ai demandé maintenant à Mathieu Fonceny de venir me rejoindre il y a maintenant 6-7 ans. On travaillait déjà avec lui depuis 2007 où il programmait des plateaux électro. Donc je collaborais déjà avec lui depuis pas mal d'années. Et donc voilà, j'ai fait un peu plus ou moins toute ma carrière là de manière un peu naturelle, gravi les échelons sans trop de calcul, sans trop de plans, mais de manière assez naturelle. Et fluide, oui. De manière fluide. Et puis petit à petit, on a voulu développer d'autres trucs parce que le problème de Dour, c'est que c'est une grosse machine, c'est un paquebot, mais donc du coup, c'est un paquebot, c'est pas facile à manœuvrer. Et donc on a créé notre structure qui était à la base une ASBL qui s'appelle Curated by avec Mathieu, où là c'était vraiment pour organiser d'autres choses et aussi pour programmer d'autres événements parce qu'on se rendait compte que là je relance sur un autre sujet, il y a de plus en plus de concentration de festivals, donc des festivals qui se font racheter par des grands groupes. Et nous, l'idée, c'est de rester indépendant. Et donc, une manière de rester indépendant, c'est de mutualiser un peu la programmation de plusieurs festivals pour gagner du poids dans la négociation avec les agents et rester un acteur majeur. Donc, nous, on a créé cette structure-là aussi pour garder ce côté indépendant du Dour Festival et aussi pour soutenir le Dour Festival. Et puis, in fine, on a décidé de tout mettre, toute notre activité dans cette structure-là maintenant depuis 2 ans parce qu'on était face à un autre problème. C'est que organiser un gros festival, c'est beaucoup de taf pendant 6 mois et pour beaucoup de personnes. Donc l'équipe grandit normalement au mois de mars. Là, on passe à 10-20 dans l'équipe sur une année, normale. Et l'hiver, on est 4-5 à travailler. Et donc il y a plein de gens qu'on engage et puis qu'on doit dégager, qu'on engage, qu'on dégage et qui ont tendance après à dire j'en ai marre de ça, j'ai envie d'un boulot plus stable. Et qui part. Donc là, on est en train d'essayer de développer un nouveau modèle qui permet de créer de l'emploi à l'année. Donc voilà. Donc Curated by, c'est ça. C'est que c'est une structure à la base de programmation, mais on a aussi
un volet communication. Donc le volet programmation maintenant travaille pour 3 festivals majeurs, c'est Dour, Mars Attack à Marseille, donc au pied du stade Vélodrome depuis maintenant 3 ans. Et depuis l'année passée, le Bruxelles Summer Festival, où là on a repris la programmation pour l'année prochaine. L'équipe de com, donc là on a 2 personnes, Loïc et Clara, qui sont engagées à temps plein. Eux font la promo principalement du Festival de Dour, mais aussi on a fait la promo de Primavera, du Festival de musique émergente sur l'Europe, du collectif Moonshine. La structure fait un peu de management avec d'ici ça là, c'est vraiment aussi un truc qu'on veut développer, c'est le management d'artistes. Et on essaie de construire aussi, et on a créé aussi le 50 Lab dont on est coproducteur au mois de novembre, ce qui permet d'avoir un peu de l'activité toute l'année et de créer de l'emploi et de garder tous les savoir-faire en interne. Par exemple, quand Clara développe son carnet d'adresses sur les journalistes français en invitant des journalistes pour aller au Canada, au FME, ou qu'elle les rencontre au mois de juin parce que elle va sur le Primavera avec eux où elle a fait la promo, qu'elle les reçoit à nouveau en juillet pour le Festival de Dour, ça lui permet vraiment d'avoir un super carnet, de le travailler à l'année et de vraiment très spécifique sur ça et d'avoir de l'activité. Et elle travaille en plus comme elle fait un gros boulot sur le 50 Lab et donc grâce à ça on arrive à créer de l'emploi à l'année. Donc ça c'est un peu le modèle qu'on est en train de développer et qui est là vraiment en soutien aux structures. Donc on est là au soutien à Mars Attack, on est là en soutien à Dour, on reste partenaire, on reste au sein de la famille. Par contre notre modèle est beaucoup plus agile. Oui, c'est ça. Et nous permet de garder vraiment les savoir-faire et pérenniser les emplois. C'est donc vous êtes un peu comme une agence 360 ou comme un label 360 qui lui un label s'occupe vraiment juste des artistes. Vous êtes une agence 360 pour l'événementiel plutôt. Pas 360 parce que pour le moment on ne fait pas vraiment, à part sur le 50 Lab, de la production. Ah ouais, ok. Tout ce qui est, en fait pour moi il y a vraiment il y a 5 volets importants pour moi quand on organise un festival actuellement. T'as le volet opérationnel, le volet financier, tout ce qui est directeur financier, etc. C'est hyper important. Le volet artistique, donc ça, nous, on fait de la direction artistique. Le volet communication, sur certains événements, on le prend. Sur certains événements, on ne le prend pas. Et pour moi, il y a la nouvelle truc, et là, je fais le lien avec ce que tu voulais parler, qui est le volet données. Aujourd'hui, la stratégie d'un événement est vachement liée. Les datas sont hyper importantes. Il faut savoir quelqu'un qui sait les analyser, qui sait les lire et qui sait les récolter, etc. Donc là, pour le moment, nous, on est sur les volets direction artistique, communication et data. On n'est pas sur les volets financiers, parce que ça, c'est laissé aux organisateurs, que ce soit Dour, Mars Attack ou BSF, ni sur les volets opérationnels. Donc, nous, la logistique et tout ce qui est logistique, location, etc., ça on ne fait pas encore. Peut-être, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais on a déjà assez de taf comme ça. Et donc, du coup, le boulot de programmateur, à proprement parler, ça consiste en quoi pour moi, petit noob qui n'est pas du tout dans le game de tout ça? Concrètement, avant de programmer, il faut faire ce que j'appelle la direction artistique, c'est-à-dire de choisir. D'abord, il faut faire des réunions, évidemment. Enfin, comment se monte un festival? Ouais, je vais plutôt le prendre comme ça. Bon, ouais. Comment monter un festival? Dans quelle étape nous on fait pour en tout cas se mettre au travail? En branle. En branle. Le dire. C'est bien, en travail. D'abord, il faut un site. C'est con, mais first location, ça c'est la règle numéro 1. Un site géographique. Oui. Je croyais un On site n'est pas dans le monde virtuel encore. Non, On est toujours dans le réel. non. On commence d'abord Il par faut ça. un lieu, vraiment le lieu c'est hyper important. Il faut savoir quel public on veut cibler. Il faut savoir, connaître son public. À Dour, on y va depuis des années, donc on le connaît, on l'a assez bien cerné, je veux dire. Savoir combien de scènes on veut mettre. Il faut budgéter tout ça. Savoir est-ce que le budget du festival, le prix d'entrée et tous les coûts techniques, etc. permettent de mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scènes. À Dour, les dernières années, on verra après c'est la situation qu'on vit pour le moment, mais on avait tendance à créer des nouveaux lieux parce que le festival avait eu beaucoup de succès les années précédentes, donc on pouvait réinvestir. Quand le festival se passe moins bien, on essaie plutôt de faire des réductions de coûts. Donc ça influence quand même pas mal la programmation. Puis après, on se retrouve donc avec les dates, le site, le nombre de scènes, le public cible, et puis là il faut établir une stratégie, quoi. Et un budget global. Donc ça va de nous on programme le festival, le plus petit budget qu'on a c'est 1,5 million et le plus Pour les cachets des artistes, tu parles. Non, c'est pour la totalité. Ok, d'accord.
Et le plus qu'on a, c'est 3 millions et demi pour Dour. Donc en total, on doit dépenser sur les 3 festivals autour des 5 millions d'euros. C'est comme si tu avais 5 millions d'euros et tu dois acheter 300 concerts et faire que tout le monde gagne sa vie, aussi bien les artistes que le public soit satisfait, que les organisateurs qui t'ont mandaté pour faire la programmation soient contents de l'ambiance et que les tickets soient vendus. Donc c'est quand même une grosse pression, une grosse responsabilité. Et donc là, on arrive au travail de programmation qui est, nous, la méthode est toujours plus ou moins la même. C'est que on essaye d'avoir une locomotive, d'avoir un gros nom sur chaque scène. Donc par exemple, sur la scène indé, on va essayer d'avoir, on a une nuit électro plutôt indé, on va essayer d'avoir un Rhône, on va essayer d'avoir un mode selector, d'avoir un truc un peu qui rassure, etc. Et puis derrière, une fois qu'on l'a, après on est free, quoi. Tu vas chercher un middle qui est un peu, ou un mec qui est un peu en train de monter, qui est déjà qui a déjà une bonne réputation. Et puis derrière, une fois que t'as ça, alors ça là, c'est le pur plaisir, parce que tu vas chercher le truc que personne ne connaît, qui va défoncer, que tout le monde va se souvenir. Personne n'est venu pour lui, c'est lui qui va faire, lui ou elle, qui va faire le truc. Et tu mets ça aussi sur le plateau. Ça, c'est la 3e étape. C'est l'étape la plus amusante qu'on n'a pas encore activée cette année. Mais on a les 2 autres étapes. Hein. On a les têtes d'affiche et les middle. Et puis alors, après, ça commence à te faire un programme. Donc, tu as une réflexion après sur la couleur des scènes. Donc, t'as à Dour, par exemple, la Boombox, c'est une scène hip-hop. À Marseille, on a une scène qui s'appelle La Plage. C'est le dimanche après-midi. Donc là, on va essayer de commencer d'abord les 2 premières heures, mettre de l'ambient pour gérer la gueule de bois. Et puis après, on va terminer en dansant coucher de soleil avec un fol amour ou un truc un peu... Et à Dour, il y a des scènes où... on essaye de toujours faire une progression aussi dans la journée, que tu puisses aussi bouger quand t'en as marre. Tu puisses changer, et donc que tu aies toujours une proposition qui colle à ton humeur, à l'ambiance. Donc il faut comme bien connaître le festival. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tout le temps, on est sur le site. On est plus sur le site que backstage pour vraiment voir les ambiances. Et donc c'est un peu pour répondre à ta question, qu'est-ce que le boulot de programmateur? C'est un peu un boulot d'équilibriste entre beaucoup de choses, quoi. Tiens, et du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu dis justement, à la fois où tu parlais de récolter les datas et là des mouvements entre les scènes. Est-ce que ça, est-ce que c'est déjà récolté ou est-ce qu'il y a moyen de récolter justement que chaque festivalier ait un petit point et que tu vois les espèces de flux de mouvements entre les scènes? Il y a déjà eu des outils avec des beacons qui ont été installés sur les applications mobiles des festivaliers, mais je crois que le pourcentage des gens qui l'ont activé était de 2%. Parce que les gens flippent. Des beacons? C'est des espèces, ton téléphone déclenche des bornes. Ah oui, ok. Et je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, t'avais un heat map, donc t'avais un plan avec toutes les zones de chaleur. Et tu voyais plus ou moins en temps réel, t'étais censé voir sur le truc devant où se trouvaient les gens en temps réel. Donc c'était aussi pour aider la sécu, de se dire attention, beaucoup de gens devant cette scène-là, il faut peut-être mettre du renfort sur les front stage. Et ça aide aussi à mieux gérer les foules, les déplacements de foule, etc. Parce que c'est quand même aussi un dossier. Donc ça aide pas mal les équipes opérationnelles. Donc c'est plus utilisé par ça pour ces services-là pendant le festival, mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Moi, quand je dis data. Si t'es au bar, à l'époque où il y avait des bars, et que tu croises un copain et que tu lui dis, je croise Damien, je dis, tiens, qu'est-ce que t'as écouté de bien la semaine passée? Tu récoltes de la data, il n'y a pas besoin que ce soit technologique pour que tu récoltes de la data. Donc moi, comment est-ce que je récolte de la data? Je suis dans le public, j'écoute ce que les gens disent, aussi bien à l'urinoir que à côté de la console. Je suis là de manière anonyme et je récolte beaucoup de data comme ça. Puis au visu aussi, tu sais bien, si t'as 10 mecs devant l'artiste et que t'es dans un chapiteau de 8000, tu dis que t'as peut-être ouvert le chapiteau un peu trop tôt. T'as pas besoin d'avoir un truc super technologique pour te prendre une veste. Et dans le sens inverse, quand t'as un chapiteau qui est surbondé et qu'il y a 2 fois plus de personnes qui veulent rentrer dedans, tu vois vite que tu aurais dû le mettre sur un chapiteau plus grand. Donc ça, c'est de la data, quoi. Tout ça, c'est de la data. Et de la data, les gens ont peur de la data, mais la data, elle est là. Je veux dire, le fait que le chapiteau est rempli, c'est une information. En fait, la data, c'est juste de l'information. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait avant, mais la formation a toujours été là, quoi.
C'est ça. Et donc à la fin de chaque festival, vous faites une espèce de reporting entre vous sur ce qui a été, ce qui a pas été. Vous utilisez un petit peu toutes ces informations pour l'année d'après. Ouais. Bah, en fait, il y a 3. J'utilise pas mal de paramètres. Après, ça, c'est moi qui les mets en place. Ils sont discutables. En fait, les gens sur l'application mobile, ils peuvent liker les artistes, ils peuvent les mettre en favoris. Donc, tu peux déjà avoir une espèce de top 100 des artistes qui étaient les plus attendus. Ah, parce que vous avez, ça push vers vous ce que les gens. Tout ce que tu likes sur le site internet ou l'application mobile. Il y a une appli, tu mets en il y a une favori appli de sur l'application du site. du festival. Tu sais, quand tu vas en festival, t'as ton application et tu Oui, favorises. d'accord, mais et je pensais pas que l'application renvoyait après vers vous de la donnée. Je pensais Si on fait un export, on peut savoir quels étaient les artistes les plus attendus. Enfin, pour quel artiste les gens sont venus. c'est ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de leur demander a posteriori, faire le sondage et dire quels étaient vos concerts préférés. Ah oui, c'est ça. Parce que quand tu mets les deux données en parallèle, Non, c'est pas la même chose. tu peux te dire, putain, lui, et alors après tu calcules un ratio, tu veux dire, putain, lui, il était pas du tout attendu, et cet artiste-là a vraiment cartonné, et dans le sens inverse, on a peut-être mis beaucoup d'argent sur quelque chose qui était finalement pourri, et qui c'est pas ça que les gens retiennent, donc ça aide aussi après à prendre des décisions peut-être plus justes sur la manière de dépenser le budget, l'équilibrer, etc. Ça, c'est une manière de voir les données. Et alors après, on colle ça à notre vécu terrain. Et généralement, ces deux données-là, en faisant simplement le ratio de ça, et alors ce que je fais généralement, c'est que je sors tout le line-up du festival, tout le programme. Et alors, je mets la taille de l'artiste selon l'attente qu'il avait avant. Et le ratio, ça devient un truc de couleur. Donc quand c'est vert, c'est que le ratio était bon. Quand c'était rouge, c'est que le ratio était pas bon. Okay. Et quand le ratio est vraiment pourri, ça barre l'artiste. Okay. Et donc je me retrouve. Il est blacklisté, quoi. Il est blacklisté, donc ça me fait une espèce de tableau où j'ai. Tu peux avoir des gros trucs verts ou des. Où je vois, putain, cette scène-là, elle est. J'aime pas parler comme ça, mais c'est carton, elle est rentable, on dépense pas tant que ça, et c'est super attendu. Les gens viennent pour ça, et d'autres trucs où on se dit putain, là-dessus, ça fait quand même 3 ans que on est dans le rouge. Quand on dépense beaucoup d'argent pour ça, c'est peut-être mieux qu'on réduise ou qu'on supprime cette partie-là et qu'on réinjecte l'argent. Et là, on revient sur le boulot de direction artistique. Et donc, ça aide à mieux optimiser les budgets, quoi. Et donc, le budget de Dour, tout complet, c'est 3 millions. Pour l'artistique uniquement. Hein. Ah Le budget oui. complet de plus autour de 15 millions. Donc, quand tu parlais des budgets tout à l'heure, c'était vraiment pour la partie artistique. Ouais, c'est la partie que nous, on dépense pour acheter des artistes. Des artistes. Pour acheter des prestations d'artistes. J'aurais dit quand même plus. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est vrai que... Comparé à d'autres, j'ai l'impression que d'autres festivals d'une aussi grande ampleur dépensent plus d'argent. Je disais, ça un peu, ça notre savoir-faire, c'est de bien optimiser le budget. C'est vrai que après je dis toujours ça fait un peu le mec qui frime et qui fait le malin, mais je défie quand même les gens de m'en trouver. Si j'en connais, il y a quand même moyen de répondre à ça, mais je vais quand même le dire comme si il y avait pas. Il y a très peu de festivals où il y en a pas, qui dépensent un si petit budget quelque part et qui vendent autant de billets. C'est-à-dire un festival qui vend 55 000 billets par jour, donc ça veut dire 250 autour de 250 sur 5 jours, 250 000 billets sur 5 jours. Il y a forcément un Radiohead, il y a forcément un Metallica, il y a forcément, des artistes de cette trempe-là. Et nous, on a des grands noms, évidemment. On fait quand même une affiche avec des grands noms, mais on n'est jamais dans ce level-là. Et on arrive, c'est vrai, à vendre beaucoup de billets sans devoir aller rentrer dans ce jeu-là. Et donc, quand on va trouver les gros agents en Angleterre, dans les grosses agences, et ils disent, t'as quoi comme tête d'affiche? C'est quoi ton budget pour une tête d'affiche? Et tu leur dis, nous, on vend 50 000 billets jour sans aucune tête d'affiche de ce que toi, tu appelles tête d'affiche. Donc, j'ai pas besoin de toi. Donc, la discussion commence toujours mal. et en même temps, je suis toujours obligé de leur dire, quoi. C'est pas forcément, il y a pas qu'un modèle. Quand tu construis quelque chose, tu peux créer un modèle différent. Et vraiment Dour, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à créer un modèle qui est viable grâce au travail de toutes les équipes et tout le monde est important dans un festival. C'est un travail d'équipe. Tout le monde fait bien son taf sur ça. Et c'est vrai qu'on a réussi à bien trouver un modèle pour bien optimiser le budget et bien communiquer ce qu'on fait
au public. C'est ça la difficulté, c'est quand tu fais une affiche si compliquée à lire, parce que tu as 250 noms. Donc déjà, tu fais le poster, comment tu communiques sur ça. En plus, tu veux une espèce d'équité entre les artistes, donc tu le mets par ordre alphabétique, donc c'est pas forcément toujours le plus vendeur, etc. Mais nous, c'est aussi important de dire aux artistes... Il y a une époque, tout le monde était à la même taille, mais là, c'était vraiment pas vendeur. Donc là, maintenant, on fait 3 blocs. Ouais. Donc il y a les tout grands, les middle et les petits. Mais c'est le pire. Alors qu'aujourd'hui, tous les algorithmes et tout te pousse à aller dans une niche. Quoi que tu fasses, si tu es dans une niche, tu arriveras toujours. Imaginons que tu es fan de poney, tu vas commencer sur Internet à aimer tous les magazines de poney et tous les clubs qui organisent des trucs de poney le week-end. Tu organises un événement dédié au poney. Tu cibles un peu tes publicités, tu vas très vite pouvoir toucher cette communauté qui aime le poney. Et tu vas pouvoir te développer et déjà on nous dira super, ils aiment magazine poney, machin. Alors que quand tu fais un événement qui a 8, 9 publics cibles, parce que chaque scène a son caractère, quand tu essayes de faire du ciblage et de communiquer sur un ensemble et pas que sur une niche, bah c'est très peu lisible. Et quand tu ne communiques que sur la niche, tu dis on va présenter notre affiche reggae, tu fais un poster avec l'affiche reggae, bah t'as toujours un festival reggae qui a une affiche reggae qui est meilleure que toi parce qu'ils ne font que du reggae. Donc t'es toujours moins bon que celui qui ne fait que ça. Et donc ça c'était un peu la difficulté pour le modèle de Dour, mais par contre il continue de fonctionner parce que ce que je me rends compte c'est qu'on essaye de mettre les gens dans des cases, mais en fait ils n'ont pas tellement envie d'être dans des cases. Donc c'est beaucoup plus facile de communiquer et de faire de la promotion et d'envoyer les gens, les mettre dans une catégorie parce que ça permet de faire de la vente, faire plus facilement de la promotion. Mais en vrai, quand tu parles aux gens, ils écoutent de plein de trucs, ils sont pas forcément dans la case, dans une seule case. Donc concrètement, ça veut dire que c'est plus facile de faire, pour prendre des exemples de festivals, la com du Grass Pop Metal Meeting avec des dragons et des chauves-souris, parce qu'on pense... Attention le cliché. Parce qu'on pense que les mecs qui écoutent du métal, ils aiment bien les dragons et les chauves-souris, que de faire de la communication et de cibler des gens pour Dour qui se veut justement plus éclectique. Oui, et puis il y a les gens qui te disent qui n'y causent rien en festival et qui regardent juste les têtes d'affiche, bah ils vont peut-être pas forcément choisir Dour parce que c'est pas les plus grandes têtes d'affiche, mais tu viens pour l'expérience, tu viens pour le truc en plus, tu viens pour le reste, mais comment est-ce que tu le communiques face à quelqu'un? Et alors tous les gens qui sont déjà venus, bah ils ont compris, mais ils sont convaincus. C'est ce que j'allais dire. Évidemment, il y a toute une part du travail de faire grossir le public, mais ce que j'ai l'impression avec Dour, c'est qu'il y a une forte fidélité aussi il y a quand même un public de base assez fidèle où finalement, je veux dire, c'est dans l'agenda des gens avant même que l'affiche soit sortie de cette année. On va à Dour. Je pense, la réussite des dernières années. Et en fait, toute une époque, Dour avait une mauvaise réputation pour son accueil. C'était il y a une quinzaine d'années. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disaient, putain, Dour, c'est plus de mon âge, etc. Parce que c'est un peu une épreuve, quoi. Est-ce que je l'ai dit? Peut-être je l'ai dit. Parce que, il y a pas d'hôtel tout près, etc. Et puis, au niveau de l'infrastructure, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a maintenant tout ce qui est glamping. Il y a moyen de louer des trucs et de dormir de manière un peu convenable, etc. Le glamping? Ouais, c'est du camping. Ah, camping glam. Ah oui, camping glam. Glamping. Okay. Est-ce que c'est pas contre l'esprit festival, le glamping? C'est du camping de vieux. Donc pour les gens de 65 ans comme toi, c'est au top. Oui, c'est parfait. Ah oui, parce que la blague récurrente dans ce podcast, c'est que j'ai 65 ans selon Banjo. T'es vacciné, alors n'en change pas de sujet. Après, on y viendra après au sujet de la vaccination. Donc ouais, avec les glamping, etc. Donc là, on a réussi à faire revenir des gens qui pensaient... Alors d'abord, ils viennent pour un jour, et puis ils font la fête, et puis ils dorment dans leur bagnole, et ils repartent le lendemain, et puis l'année d'après, ils se disent... Je vais faire 2 jours, je vais prendre une tente. Et là, on est à l'étape où ils se disent, putain, la prog est tellement bien, je m'éclate tellement avec les jeunes, j'ai l'impression que c'est comme avant, c'est juste dans la tête. Ton ami est tout content, il va se dire, ouais. Et donc, je sais pas, en plus, les gosses, ils commencent à avoir 15 ans, ils n'ont plus besoin de s'en occuper, ils sont passés à l'étape où, l'étape d'après, où ils peuvent revenir et ils mettent les gosses, voilà. Donc, on a réussi à récupérer, en fait, des gens qui venaient peut-être plus, à un moment donné. Et donc, il y a cet équilibre-là. Par contre, le gros défi, c'est de convaincre les nouvelles générations. Dour a réussi à faire ça en même temps. Les jeunes ont envie de faire Dour. C'est une étape. Quand t'as 18 ans,
voilà, tu quittes le secondaire et tu fais un vrai festival, quoi. Je veux dire, tu vas. C'est vrai, il y a un truc comme tu ça. vas à Dour, Mais quoi. je me demande parce que j'ai passé un cap dans ma vie, ça y est, je suis passée de l'autre côté. Est-ce que Tu es dans l'étape où tu penses que tu es trop vieille. je me le suis déjà dit, hein, je me suis déjà dit, je suis trop vieille pour Dour. Mais ça va, ouais, il y a l'étape d'après. On va aller au camping Au VIP, glamping. c'est comme ça qu'il s'appelle ou pas encore? Le glamping. Le glamping. Le glamping, pardon. Non, mais par contre, est-ce que parce qu'effectivement, c'était très ancré dans ma génération de dès qu'on peut faire le premier festival. Dans ce que vous racontez, c'était votre cas aussi. Et est-ce que les jeunes actuels, c'est encore leur délire les festivals? Je sais pas du tout, parce que je ne suis plus en contact avec cette population. Moi, je suis en contact avec un gars de 16 ans, mais il a envie de faire les festivals locaux près de chez lui avec ses potes, là, maintenant, à 16 ans. C'est un peu les premiers festivals, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces festivals locaux. Par contre, il m'a dit, bon, quand j'ai 18, 19 ans, là, c'est bon, là, je ferai je ferai Dour, je ferai le vrai, donc. J'oserais, il y a un peu ça. Là, j'ai quand même 16 ans, voilà. Mais il y a déjà été, hein, mais une journée, etc. Mais oui. Et moi, j'essaie de me souvenir, parce que quand on faisait le Puckle, parce que toi, tout à l'heure, t'expliquais, tes premiers festivals, c'était 15, 16, 17 ans. Moi, je crois aussi, les premiers Puckle Pop, c'était aussi 16, 17 ans. Non, mais il n'y a pas autant de festivals à l'époque. Il n'y avait pas de... Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. T'avais le Nandrin ici dans la Ouais, région. moi c'était ça mon festival de quand j'étais plus jeune, c'était le Nandrin Rock Festival parce que c'était pas loin de chez ma mamie. Ouais, c'est et ça. on pouvait y retourner après. On n'avait pas de festival à Liège. Là, maintenant, on a 3 festivals à Liège, 3, 4. C'est vrai que c'est pas pareil. c'est Il y vrai a que plus quand de j'étais festivals en Belgique que d'habitants. Ah oui, c'est ça. Elle est Oui. bien, Je reviens sur les datas. Elle est bien. super, c'est un super t-shirt ça. C'est un super t-shirt. En et, Belgique, c'est- le pays où il y a plus de festivals que de gens. Oui, Mais oui, c'est vrai ce truc d'étape parce que moi quand j'étais avant d'aller à l'université d'être une moyenne personne, c'était les petits festivals locaux, la Fiesta du Rock à Flémagne. voilà, c'est le les premières Nandrin Rock expériences. Festival, et ouais, c'est les premières expériences. Et puis après, université, je me souviens, j'avais été ma sœur qui est plus grande que moi, qui m'avait accompagné à Werther, où j'allais dans le camping avec les potes de ma sœur, ce qui avait rassuré ma maman, ce qui en soi une ineptie. Aller au camping avec les potes de ma sœur, c'est juste me pousser dans le fossé de la débauche. Et c'est ce qui s'est passé. Et mais c'est vraiment ça l'espèce de step, quoi. C'est là que t'as fait ton overdose. Ouais, la toute première overdose de bière pied de bœuf. J'avais eu 2 et j'étais mort. Ah bah oui, évidemment. Oui, je remercie aussi mes parents pour leur inconscience totale à me laisser aller à partir de 14 ans à des festivals sous prétexte qu'une grande sœur, un grand frère de potes nous accompagnaient. Et c'était d'ailleurs l'Octopus Rock C'était Festival. l'Octopus. Eh oui. Tu te souviens de l'Octopus? Ouais, je n'y suis pas allé. Ah non. Moi, j'ai été obligé d'y aller. C'était quoi ça? Moi, je connais pas. L'Octopus, bah, c'était un C'est dans festival. les années 50. T'as Ouais. entendu parler du Fire Festival? Ouais. Très Moi, bon documentaire sur Netflix d'ailleurs. C'était sur ce ça un truc. peu avant l'heure, voilà. C'est À ce ça. point-là? Bah, Non, il y a pas quand ce même, point-là. non, il y a eu un festival. Il y a c'est eu juste- 2 festivals. Il y a eu 2 années de suite. Je pense que ils sont pas du tout rentrés dans leurs frais. D'ailleurs, bon, bref, ils sont pas du tout rentrés dans leurs frais. D'ailleurs, ils n'ont pas payé tout le monde. Ils ont pas payé tout le monde, mais bon, voilà. Mais effectivement, il y avait des grosses têtes d'affiche pour un festival qui avait lieu à Nivelles et À tout ça. Nivelles, quoi. Il y avait du Enhancer, il y avait du Watcha à Acme. l'époque, tu vois. Pardon. Acme. La je Team veux dire, Nowhere, tout il y ça. avait La la Team Team Nowhere. Nowhere qui, pour un premier festival, enfin voilà, c'était quand même. Acme, c'est fini d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. Ah non, je sais pas. Bah, il y a un moment déjà, non? Non, Bref. mais genre, je crois que c'était ils ont fait une tournée d'adieu. Ils ont fait un revival. Ah ouais, ok. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Vous en foutez peut-être. Mais comme Playmo a refait une tournée 10 ans après, là, il y a Ouais. un an ou 2. Bah, c'était Enfin, super. bref, c'était super. D'ailleurs, une petite pensée pour tous les groupes qui veulent splitter et en temps de Covid, ils peuvent pas faire leur dernier concert. Ils Ah oui, sont c'est obligés Ils sont obligés de rester de ensemble. rester ensemble en attendant. Oui, c'est ça. Des fois, je pense à eux, je me dis, putain, les pauvres. Ils se détestent et ils Non, vont non, être parce qu'on obligés. a un artiste comme ça qu'on a programmé pour le BSF au mois d'août. Ils ont dit c'est la dernière tournée, après on se sépare, etc. Et donc bon, si le festival n'a pas lieu, est-ce qu'ils vont rester encore ensemble un an Oui, de c'est plus pour quand même faire la dernière tournée, ou Ou est-ce qu'ils vont vraiment faire se une Daft séparer? Punk? C'est ça. Non, franchement, je pense vraiment à eux, ça doit être difficile. Et du coup, la séparation de Daft Punk, vous pensez que c'est vraiment vrai? Moi, je sais pas pourquoi j'ai une espèce d'énorme doute. Ah Voilà. ouais, je sais pas. Si, ça, ils se sont séparés. Moi, je pense que je m'en cale bien. mais Oui, incroyablement. non, mais voilà, à un moment, je me disais, est-ce que ce serait pas une sorte de coup de com' Un genre happening. carrément cool et qu'ils vont faire genre, ah, c'est une blague. Je sais pas, je crois pas. Non. Non. Toi, t'as tes sources, tu sais que c'est J'ai pas- mes sources. Non, je sais que
de ce que je sais, c'est que Thomas Bangalter, il veut vivre à Paris. Il en a marre de faire les allers-retours entre sa meuf qui est dans le cinéma et LA, etc. Avec les gosses qui grandissent. Je crois que c'était pas super évident. Et puis je crois qu'ils faisaient chacun des prods solo pour des artistes. Et qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est très compliqué dans les déplacements et que tu as revu une vie de famille, j'imagine que le Covid a aussi aidé. Pour ça, c'est ma théorie qui ne repose que sur mon feeling, mais j'y crois, voilà. Puisqu'on est de toute façon dans un podcast à peu près. Oui, c'est ça. On peut faire toutes les théories qu'on veut. Ah, c'est bien ça comme baseline, un podcast à peu près. Ou Más o menos. Ou quoi? Más o menos. Más o menos. Ben voilà, super. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, mais donc pour revenir un peu aussi à ces histoires de smart curation, parce que donc on en a parlé vaguement au début, et peut-être maintenant là tu peux un peu peut-être préciser ce que c'est, parce que je sais que tu as aussi une newsletter sur la smart curation qui s'appelle Smart Curation. Un website. Il y a un website qui, enfin voilà, tout un peu tout ton attirail de smart curation. Bah ouais, donc ça c'est un peu l'histoire après Curated By, c'est que je suis revenu un peu à mes histoires d'informatique où les deux sont un peu rejoints, et donc j'en suis un peu là aussi. C'est qu'à un moment donné, je recevais jusqu'à 10 000 propositions d'artistes par an. Des agents qui t'appellent, qui te font des mails, écoute ça, c'est super, écoute ça, c'est super, écoute ça, c'est super. Et à un moment donné, on sature, quoi. On doit prendre des décisions, on est en contact avec tous les agents, et on bosse avec 200 agents par an qui nous envoient des listes et des listes, plus tous les gens qui ont trouvé notre adresse mail et qui nous balancent des trucs. Et en fait, humainement parlant, il y a une époque, je répondais à tout le monde, j'étais un peu en mode Fugazi, je respecte tout le monde, je réponds à tout le monde, mais alors après, ils pensent que t'es intéressé, et alors ils pensent qu'ils ont un pied dans la porte, et alors après, ils te relancent toutes les 10 minutes. Et ça va, t'as vraiment bien aimé, alors après, ils s'attendent à ce qu'on fasse une review, etc. En fait, on arrive à un stade où c'est vraiment devenu, pas gérable, même si ça correspond pas à ma manière de vouloir travailler, de ne pas répondre aux gens. On arrive à un stade où ce n'est plus raisonnable de le faire, sinon on ne sait plus faire notre boulot, en fait. Et puis alors on te bassine, il faut que tu écoutes ça, il y a telle date, telle tournée est prévue pour tel artiste a sorti son nouveau clip, machin, tel artiste va jouer à tel festival, tel artiste, et on te donne, et à un moment donné, tu t'es gavé, quoi, t'y arrives juste plus. Donc moi, je me suis dit, je vais faire une base de données où je fous juste toutes les données qu'on m'envoie. J'essaie d'automatiser un peu le truc. Ce qui veut dire, j'utilise un peu moins mon cerveau pour choper de la donnée, et je garde mon énergie plutôt pour aller écouter, quoi, pour faire mon taf, en fait, plus que de gérer de la donnée. Parce que ton boulot, c'est devenu gérer de la donnée, donc j'ai essayé d'automatiser ça. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée d'un outil qui s'appelle Booker, qui prend toutes les données publiques, qui prend un maximum de données publiques sur les artistes, et en fait il y en a pas mal. Donc tu peux te connecter aux API de Spotify, récupérer les top tracks, le nombre de la popularité Spotify, les artistes similaires. Il y a pas mal de données que tu peux récupérer via ça. Sur Last.fm aussi, Last.fm c'est ce que c'est, et c'est vieux, mais en même temps il y a un gros travail de la communauté pour taguer les artistes. Donc ça, j'y reviendrai après. Et puis, il y a des outils comme Benzine Town ou Songkick qui reprennent aussi toutes les dates de concerts, qui les archivent aussi sous forme de base de données. Donc, mon idée, c'est d'abord de créer une grosse base de données mixant tout ça. Ce qui est intéressant, puis après, je me suis rendu compte que c'était vachement puissant parce que Spotify, c'est l'apprentissage automatique qui donne un nom au style de l'artiste. C'est-à-dire que ils vont se rendre compte que nous quatre autour de la table, on écoute à la fois tel artiste, et qu'on a un goût similaire, on va dire, imaginons que ce soit pour le rock belge, et qu'on écoute tous, je ne sais pas, moi, bon, évidemment, c'est facile, j'ai l'exemple ici, Titanita, et des artistes comme ça, ils vont après faire une réunion en interne avec des créatifs, on va appeler ça comment, et puis on va appeler ça Belgian Indie ou Belgian Indie Rock, et ils taguent, mais en fait ils apprennent des habitudes des gens pour donner des styles. C'est pas quelqu'un comme sur Last.fm qui dit ça c'est du funk, ça c'est de la disco. Non, ils vont se rendre compte que alors ils inventent des styles. Donc il y a la float house, il y a le comment ça s'appelle, l'escape room. Ah oui.
l'escape room. Et alors, à l'écouter de l'escape room, moi, c'est tout ce que j'aime. Non, c'est à la fois Tyler, the Creator, mais aussi à la fois des trucs électroniques. J'aurais dû prendre ma liste ici. Mais... Donc c'est plus des moods que des styles, vraiment. Non, ils arrivent avec en fait, en étudiant tout ce que tout le monde écoute, et ils ont des milliards de données, ils peuvent dire, OK, il y a ces mecs-là qui écoutent tel type de métal, du métal norvégien, gothique, ils sont une bande, on les a repérés, etc. Et on va donner un nom, on va donner un nom, ce style-là. Mangeur de chat. Ça s'appelait je sais pas moi, ou Meacrou. Le Volvo Metal, quoi, tu vois, le truc, donc ils inventent les noms, alors que Last FM, c'est Monsieur, Madame, tout le monde, ils peuvent aller mettre des tags, des fois il y a des trucs marrants, quoi, t'as des tags, n'écoutez pas ce connard, des trucs comme ça. Qui est un très bon tag. Mais en fait, après, c'est marrant quand tu mixes les deux, quoi. Donc tu commences à filtrer les artistes qu'on te propose, et tu filtres selon ce que l'algorithme de Spotify en dit, donc quel public ça touche, mais comment les gens le classent. Et puis c'est là que je me suis dit, putain, ce serait quand même intéressant de savoir ce que le public des festivals que je programme écoute. Et donc c'est là que j'ai créé un autre outil qui ne marche pas d'ailleurs, donc si vous allez dessus, ça plantera. Donc je le recorrige, il y a un bug et j'ai pas eu le temps, ça s'appelle festivalplaylist.io. Et cet outil-là, donc tu connectes ton compte Spotify, d'abord tu choisis ton festival. Donc tu dis, je vais aller à Couleur Café. Tu choisis Couleur Café, tu connectes ton compte Spotify, et puis toutes les semaines, tu auras une playlist pour Couleur Café qui est faite selon tes goûts. Donc si tu n'écoutes... Selon tes goûts et peut-être la prog. Et selon tes goûts et de la prog, ouais, c'est ça. Donc ça mixe tes goûts avec la prog. Donc là, l'outil va analyser ton profil et dire, putain, t'écoutes que du rock, à Couleur Café, c'est plutôt de la music world, il va essayer de se démerder, je sais pas comment. Il va juste un message, erreur 404, n'y allez pas. il va se démerder, il va te sortir une... Il va te mettre du Volvo, Il va te sortir une playlist. Le FAQ avec comment se faire remporter son billet. Mais alors, c'est là où ça devient rigolo, c'est que tu trouves, par exemple, il y a un festival qui s'appelle le Wonderfruit Festival en Thaïlande. Je suis jamais allé, mais leur prog a l'air quand même vachement folle. Et donc j'ai été connecté mon algorithme Spotify avec le programmateur, avec la prog là-bas, pour que l'algorithme me dise qu'est-ce que je dois écouter dans ce truc-là. Et donc je découvre maintenant de la musique comme ça, en croisant les deux. Donc c'est d'autres manières de filtrer la musique. Donc en mélangeant, c'est là la smarturation, j'y viens. C'est le mélange du travail de l'homme et de la machine, quoi. Pour moi, la machine n'a pas d'émotion, donc elle sait pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est machin. Et par contre, l'homme il y a trop de données, il ne sait pas les analyser, il ne sait pas les filtrer, il y a trop de matière. Et donc, par contre, la machine est très bonne dans les données. Et donc, pour moi, à nouveau, c'est pas les données ou l'homme ou machin. Pour moi, c'est le mix des deux. Que ce soit pour les têtes d'affiche pour payer le bon prix, de se dire, en fait, il y a personne dans ton festival qui l'écoute, pourquoi est-ce que tu irais mettre 200 000 balles sur le truc? T'es vraiment sûr? Donc, ça te permet de un peu mieux, je me suis jamais parlé comme ça, investir dans tes têtes d'affiche, mais tu mets quand même des millions sur la table, donc tu as quand même intérêt à savoir ce que tu fais. Et sur les découvertes, ça te permet d'aller gratter à des endroits, c'est un détecteur de métal, quoi. T'es dans le désert, ça bip, et puis tu vas écouter. À nouveau, ça n'empêche pas. Comme tu peux être au bar, je reviens à l'histoire de tout à l'heure, et quelqu'un te dit, tu devrais écouter ça. Donc tu vas l'écouter, après, tu l'aimes, tu le fais, tu l'aimes pas, tu le fais pas. Et pour ceux qui disent ouais, mais c'est quand même pas normal que ce soit un algorithme qui décide. En fait, les gens pensent que l'algorithme remplace ce qui marchait avant. Non, c'est juste un truc en plus. C'est-à-dire que si tu penses qu'un groupe est de la merde, que l'algorithme te le dise ou te le dise pas, tu le fais pas, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, le système d'avant où tu as un coup de cœur sur un truc et que tu as envie de le faire, fonctionne toujours, tu le fais. En fait, oui, c'est pas parce que tu utilises ça que et c'est ça mais c'est pas moi qui ai inventé ce terme smarturation, c'est Frédéric Martel. Sur Slate. Qui a fait un article sur Slate et qui est aussi journaliste et qui a une émission qui s'appelle Soft Power. Ok. Ouais. Et c'est en lisant son bouquin et la manière dont il expliquait aussi sur l'article de Slate que tu as vu aussi. Qu'on mettra en lien dans la description parce qu'il est bien. Je me suis dit non, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont contre les data, contre les algorithmes, mais c'est juste parce que tu comprends pas l'algorithme. Et moi aussi, je suis contre les algorithmes que je comprends pas. Donc moi, je me suis dit, plutôt que de me fier aux algorithmes de recommandation, je vais faire moi-même mon propre algorithme qui me recommande, mais au moins c'est comme c'est moi qui l'ai écrit. Je sais exactement comment il fonctionne et donc je sais
Après, il y a des biais qui sont d'algorithmique, et c'est toujours ce qu'on reproche aux algorithmes, mais comme c'est moi qui ai programmé, c'est pour me conseiller moi. Ouais. Je m'auto-biaise, donc il est totalement en accord avec moi. Donc Oui, c'est ça. Il y a toujours de l'humain dans un algorithme, vu que c'est un humain qui le fait. Ouais. C'est un truc qu'on dit beaucoup il pour le moment. m'écoute assez bien, il fait exactement C'est ça. ce que je lui dis. Et donc du coup, grâce à cet outil Festival Playlist, j'arrive à récolter des données privées, donc les données du public de Dour. Donc par exemple, tu as 4000 festivaliers à Dour qui ont fait leur playlist pour Dour, à qui je fais une playlist toutes les semaines, en fonction de la prog du festival. Ben, quand je vais sur leur compte pour leur créer leur playlist, je regarde ce qu'ils ont écouté sur la semaine. Ce qui me permet de voir en temps réel ce qu'ils écoutent de semaine en semaine. Donc si je croise ça avec les données publiques que je récoltais, plus les données privées, plus mon savoir-faire, plus les données terrain. Tu peux aiguiser et affiner la programmation. Ouais, et alors un autre exemple, je vais par exemple aller je vais aller à Eurosonic pour découvrir des noms. Je peux trier toute la liste de la prog d'Eurosonic par ce que les festivaliers à Dour ont écouté, pour voir s'il n'y a pas un truc que je connais pas, qui est fort écouté, et bien, ça me permet de faire un premier filtre quand je fais mon programme, quoi, avant d'aller voir le Ok, truc. ouais. Et tu gagnes du temps, quoi, en fait, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, tu découvres des trucs aussi d'une autre manière que l'algorithme de base. Oui, et puis c'est ce que tu disais au tout début, c'est qu'à un moment, en fait, il y a juste tellement trop de données, il faut optimiser la lecture de ces données, parce que sinon, de toute façon... Je t'avoue que nous, maintenant, avec cet outil-là, avec le Booker, on se promène, on écoute un artiste, et puis il t'en propose d'autres, tu dis, tu connais pas, ou tu vois un truc qui anormalement haut, tu vas écouter, et puis tu découvres qu'il y a un nouveau genre qui a été créé, qui est là, le gourou house techno, et tu vas écouter, et puis tu découvres 60 nouveaux artistes d'un coup, tu te dis, putain, c'est quoi ce truc? Et pour le moment, je suis à fond, il y a plein de trucs russes, parce que la Russie est arrivée sur Spotify, donc il commence à avoir plein de data qui arrivent sur ça, il y a plein de rappeurs et plein de trucs qui arrivent de là, qui sont vachement intéressants, donc tu pars après dans un univers, et tu dévines, quoi, sur les datas, mais tu peux le prendre par le bout que tu veux, quoi. Et est-ce qu'il y a à l'inverse, est-ce qu'il y a des festivals qui sont juste programmés via un algorithme? Est-ce qu'il y en a qui sont passés à ça? Tu le sais pas, à 100%. Pour moi, ce n'est pas... Quand je présente mon truc aux organisateurs de festivals, ils ont peur. Je dis, ça va pas vous remplacer. Peut-être qu'à terme, il y aura tellement de données que tu pourras, peut-être avec de l'intelligence artificielle, arriver à programmer des festivals de cette manière-là, mais tu n'auras pas la subtilité. Le problème des algorithmes, c'est que ça ne te propose toujours que tout ce qui colle dans ta bulle, quoi. Donc, si tu aimes ça et ça, tu vas sans doute aimer ça aussi, parce qu'ils ont l'analyse des autres données. Ici, t'as plus de données, t'as aussi les données des programmateurs humains, qui sont les données des concerts, donc tu récoltes aussi ça. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je récolte aussi des données de DJ set. Donc, par exemple, tu vas avoir une émission radio avec un mec qui découvre des talents, et donc tu récupères sa playlist toutes les semaines et tu l'intègres aussi dans les datas. Ah oui. Ou tout ce qui est, je sais pas, moi j'aime bien les sessions Colors aussi, elles sont intégrées dans la data. Donc tu peux dire, affiche-moi tous ceux qui ont été joués par Lefto, qui ont une session Colors, et qui sont écoutés en Thaïlande, il va te sortir la liste, quoi. Et donc c'est assez rigolo, parce que ça te fait des filtres de recherche. C'est juste une autre manière de diguer, quoi. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il y a des festivals qui sont genre entièrement faits avec un algorithme? D'une certaine manière, parce que ce qu'on disait aussi, c'est que c'est Dour, ça propose un autre modèle, c'est que en fait, j'ai l'impression de plus en plus que en fait, peu importe quelle affiche de festival généraliste, donc pas les niches, mais peu importe l'affiche de festival généraliste en France, en Espagne, en Belgique, c'est la même chose, en fait. C'est les gros artistes qui font vraiment le tour de cette partie-là de l'Europe. Et du coup, ça me donne un peu, justement, cet effet de, un espèce d'algorithme de c'est quoi les gros trucs, le bordel qui marche en ce moment, on va tous les programmer, et tout le monde se dit la même chose. Ça marchera pas. C'est pas parce que tu fais ça que tu vas faire un festival qui fonctionne, parce qu'il y a tellement de paramètres. Donc, je reviens au métier d'équilibriste. Donc, effectivement, tu dois faire attention à ton public, etc., mais tu dois faire aussi attention au local. Quand on programme à Marseille, ce qui est important pour les Marseillais, c'est Marseille. Je veux dire, le Marseillais,
enfin, nous, on est à Liège, on connaît bien ça. Ce qui est important à Liège, c'est d'être liégeois, c'est d'être à Liège. Marseille, c'est ça, mais encore j'ai l'impression en pire, mais non, je crois qu'on est les mêmes, en fait. Je crois que c'est pour ça qu'on aime bien aller à Marseille. On a l'impression d'être chez nous. Alors mais, et donc, du coup, les artistes locaux que tu mets, la manière dont, déjà, que ce soit des étrangers qui programment à Marseille, c'est quand même toute une histoire. Et donc, vas-y, pour aller mettre tous ces paramètres-là dans l'algorithme, de dire attention, l'ambiance de la ville, ce que le public attend, et tout ça influence aussi les choix. Il n'y a pas que les données financières, il n'y a pas que les données d'écoute, il n'y a pas que les données de popularité. Il y a l'image que tu veux donner de festival, quelles sont les valeurs que tu défends. Et les valeurs, c'est de plus en plus important sur tes choix d'artistes. Quel équilibre tu mets homme-femme, quelle place, visibilité tu donnes aux artistes locaux, quelle visibilité tu donnes à des styles moins représentés. En fait, le problème, c'est que plus on avance, plus il y a des paramètres, plus ça devient compliqué, pour ne pas dire impossible, à programmer un truc. Et modéliser tout ça dans un algorithme, c'est sur chaque territoire, avec chaque spécificité locale, avec chaque truc, on n'y est pas encore, quoi. Ah, mais ce que je disais, c'est l'impression que, même si forcément c'est pas réellement fait avec un algorithme derrière, mais que quand je vois les affiches des gros festivals, ouais, c'est ça, que c'est la même chose partout, plus ceux qui reviennent d'année en année, où t'es là, on a compris, en fait, hein. Non, ça, enfin, nous, en tout cas, sur les festivals concrets, on essaye que chacun ait son identité, sa cohérence par rapport aux données, sa cohérence par rapport à son histoire aussi, c'est très important. T'as des artistes, par exemple, qui, je sais pas, un artiste qui a joué au BSF il y a 4 ans, qui était tout petit et qui s'est retrouvé dans une grande foule parce qu'il faisait super beau, qu'ils étaient à un super bon horaire et que tout le monde a un souvenir là, personne les attendait. 2-3 ans après, les gens, ils ont envie de le revoir. Et là-bas, parce qu'il y a une histoire qui est créée entre l'artiste et le festival, ou un artiste qui a fait un happening sur un autre truc. Il y a toujours des histoires, et en fait, les festivals font grandir les artistes, et puis après, les artistes font grandir le festival, parce qu'après, c'est eux qui font vendre le truc. Et en fait, c'est une relation entre le public, l'artiste et le festival, et tout cet historique-là. Savoir qu'il s'est passé un truc magique avec un coucher de soleil avec tel artiste à tel moment, le programmateur, il le sait. Oui, c'est ça, apparaître sur place, il n'y a pas moyen de... Et de savoir que le public avait de la chair de poule et que tu veux recréer ça 2-3 ans après. J'ai la chair de poule. Parce que j'ai repensé à un concert de Yola Tango à Dour, où il faisait dégueulasse. Et à un moment, il chante Here Comes the Sun et le soleil arrive. C'était pas Yola Tango, c'était One Land One Wing. C'était Jonah qui faisait une reprise qui jouait. C'était en 2000. Mais cette année-là, il y avait Yola Tango? Ah, c'est possible. Alors c'est pour ça que j'ai peut-être mélangé les deux, en tout cas. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, j'ai l'enregistrement, si je peux te le filer. Okay. Il jouait sur la Red Frequency. Et c'était l'année de la boue, quoi, la pire année de toute l'histoire du truc, et les gens quittaient le festival, c'était vraiment les câbles, des scènes, enfin, il y avait des problèmes électriques, enfin, c'était vraiment la bérésina. Et à un moment donné, effectivement, le dernier morceau, le soleil arrive et il chante Here Comes the Sun. Et ça, voilà, c'est ça, en fait, faire un festival, c'est créer ces moments-là, et ça, c'est très difficile à mettre dans les données, quoi. Donc, voilà, à nouveau, faut utiliser les données pour ce qu'elles amènent en plus, mais ça ne change pas la manière de travailler habituelle. C'est un nouvel outil, enfin, c'est un outil qu'on apprend à gérer, en tout cas, vu qu'il y en a de plus en plus. Nouvel outil, oui et non, parce que récolter de la donnée, on l'a toujours fait, quoi. En allant au bar, en demandant, en allant voir le festival, en regardant le public, en parlant avec les gens. C'est juste une nouvelle manière de traiter l'information et de l'organiser. Oui. Maintenant, tu le notes plus dans un petit carnet, tu le mets dans des Excel. Et ça, c'est super. Et ça, on adore. Moi, j'aime bien Excel. Oui, c'est vrai que t'aimes bien Excel. J'aime bien Excel. Enfin, Numbers, plutôt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, plutôt Numbers. Alors attends, moi j'avais une autre question. C'est toujours un peu dans cette idée d'avec curated by. Mais non, c'est pas exactement curated by, je pense. Mais t'es aussi en train de développer un studio de conseil en communication avec Corail, c'est ça? Avec Corail Studio, c'est une agence de graphisme avec Amandine qui fait le graphisme de Dour depuis 2003. C'est ça. En fait, elle était partie bosser dans une autre boîte là il y a quelques années. Et puis elle voulait se recréer elle hésitait à retrouver un emploi ou recréer son agence. Et moi, je lui ai dit, tu sais, moi, je fais encore un peu des sites web des fois pour des gens, etc. Okay. Moi, c'est plus une activité annexe, mais c'est aussi une activité que je fais. Mais elle, par contre, c'est son activité principale.
Et donc, je lui ai dit, tiens, dans notre écosystème, ce sera intéressant aussi d'avoir une agence de graphisme, parce que quand on fait des événements, puis on crée des projets, quoi, on est en train de se diversifier aussi bien. Pour Booker, on a aussi besoin en fait, on a besoin de graphisme dans tout ce qu'on fait. Et, il y a la partie créa, mais aussi la partie production. Et vous connaissez bien le boulot de production en termes de graphisme. C'est des encarts, en PDF, en noir et blanc, couleur, avec des bords de coupe, pas des bords de coupe, toujours faire à l'arrache parce qu'il faut envoyer pour les deadlines des magazines, avec les noms qu'on n'a pas, donc ils sont toujours envoyés à la dernière minute, validation des agents, etc. Et donc tu as besoin d'avoir un process qui est quand même assez clair, assez efficace, et travailler avec quelqu'un qui a l'habitude. Et avec Amandine, on travaille depuis 15 ans, enfin plus de 15 ans maintenant, je n'ose pas dire parce que sinon on vieillit, mais depuis pas mal d'années, donc on a beaucoup d'automatisme, et donc c'était important pour nous qu'elle reste dans notre écosystème, parce que si on veut, quand on travaille sur la communication de festival, on a vraiment besoin de quelqu'un qui est vraiment aguerri à produire. Donc ça nous ennuie un peu qu'elle aille bosser pour quelqu'un d'autre, parce qu'elle a du talent. Et puis que nous, on perde ce savoir-faire-là aussi en interne, c'est de dire, putain, on va devoir reformer quelqu'un à nouveau. Et comme l'idée de notre écosystème, c'est d'avoir les services avec des gens pros. Nous, on a envie de travailler avec des gens pros. Parce que quand tu changes de personne tous les ans, tu es toujours en train de passer ton temps à réapprendre. Et donc, toi, tu n'avances pas toi-même parce que tu passes tout ton temps à former les autres. Et donc, ça, c'était un peu une frustration que j'avais avant. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, on a qui autour de nous qu'on veut dans notre écosystème. Et alors, c'est vrai, on a différentes marques. Du coup, Corail Studio, c'est vraiment un studio qui travaille aussi bien pour là elle a travaillé sur la coopérative immobilière, là elle fait de la signalétique pour des bâtiments aussi, elle fait des logos pour un nouveau salon de coiffure. C'est en train de se redévelopper, ça, etc. Elle est détachée, mais en même temps c'est une sorte de satellite de Curated by, quoi. Oui, mais en même temps il y a beaucoup d'activités aussi. Nous on lui donne pas mal de boulot, que ce soit là elle a refait tout le logo qui va être finalisé aujourd'hui pour Booker, et toute la charte graphique pour notre outil qu'on va ouvrir à d'autres festivals. Donc j'aimerais bien qu'à partir de juin, commencer à vendre des licences comme ça. On aura d'autres revenus de notre outil de data, ouais, c'est ça. Ce qui va permettre de le cofinancer, quoi. Il y a peut-être d'autres festivals qui ont envie d'organiser un peu leurs données, de taguer leurs artistes. Le logiciel permet de faire des offres aussi. Donc tant que ton offre artistique, ça génère tout le pré-contrat. Ça envoie un petit mail quand la deadline arrive à l'agent pour lui dire n'oublie pas que tu as une offre en cours, ou le lundi matin t'as ton petit récap. Et donc c'est ça, j'ai déjà reçu des mails alors de ça. Le lundi matin 9h, ouais. Salut, tu as encore une offre en cours pour je me souviens de ce mail, oui, effectivement. C'est une espèce de journal, mais en fait qui te permet d'organiser un peu tes tâches, etc. Donc ça peut être ouvert à d'autres. Le Smart Curation, c'est en fait mon outil de promo de Booker, parce que c'est difficile de parler de data actuellement parce que tout le monde anti-algorithme, etc. Donc Smart Curation, la newsletter. Voilà, smartcuration.io, la newsletter, en fait, c'est une manière détournée de faire la promo du Booker, et puis de changer aussi un peu la vision sur les algorithmes. Les algorithmes, il n'y a pas qu'une manière de faire un algorithme. L'algorithme, il est pas bon ou mauvais, c'est pas... C'est ça, l'outil est neutre, c'est l'utilisation qu'on en fait. Tu peux rouler à 120 sur l'autoroute avec ta ceinture, ou rouler sans ceinture à 250. Je veux dire, c'est pas l'autoroute qui est mauvaise, c'est comment tu l'utilises, quoi. C'est ça. Et c'est pareil pour les algorithmes, c'est exactement ça. Corail Studio, ça c'est vraiment... le Corail Studio a sa vie propre, ses clients propres, qui permet d'avoir une activité à l'année. Sauf que sur cette période-ci, normalement, pendant 6 mois, le studio switch que sur du service au festival, principalement pour faire tout ce qui est encart publicitaire pour les magazines, etc. Bon, là, les festivals, c'est mal barré. Donc, l'idée, c'est quand même de pérenniser cet emploi-là et qu'il ne parte pas ailleurs. Et Curated by, là, il y a 2 têtes. Il y a vraiment le volet, il y a 3 têtes. Il y a vu qu'on développe une équipe, c'est le volet direction artistique avec Mathieu, donc là avec Mars Attack, BSF et Dour. Le volet communication avec principalement Loïc et Clara qui bossent dessus. Et là, on développe le volet management, donc on est en train d'essayer de signer quelques artistes, et là on commence à en avoir 3-4, donc on va bientôt communiquer sur ça, parce qu'on a du temps pour faire de la stratégie, et donc du coup, si on a besoin d'une pochette de disque, on peut demander à Corail Studio. Si on veut voir les données de l'artiste pour savoir si ça prend un peu, on peut aller regarder sur Booker. Si on veut faire jouer l'artiste, on peut aussi la programmer pour la faire connaître ou le faire connaître sur tel ou tel festival, et donc petit à petit,
plutôt que de recréer on veut pas créer un gros, enfin, notre modèle, c'est pas d'avoir une boîte avec 15 personnes et très compliqué à gérer. C'est plutôt d'avoir, 4-5 petites structures très agiles avec 4-5 personnes qui ont leur vie propre, qui ont leur projet propre, mais qui, quand il faut répondre sur un gros truc comme Dour, s'unit et répond et le fait, avec tous les services. C'est comme des petits satellites qui, à un moment donné, pour se remettre. Donc c'est l'agilité dont tu parlais au tout début. Voilà. L'idée, c'est vraiment pérenniser l'emploi, être agile et aussi, répartir les savoir-faire. Donc nous, notre modèle, c'est celui qui a les compétences décide. Donc en faisant comme ça le studio, en faisant comme ça l'équipe com, l'équipe management, etc. Il y a à chaque fois des chefs de projet qui sont différents et c'est pas une organisation avec un chef pyramidal. Il y a quand même une espèce de hiérarchie parce que chaque projet a ça ou son responsable, et on crée chaque fois un binôme. Donc si jamais il y en a un ou une qui est malade ou qui est absente, etc., il y a toujours quelqu'un qui peut suivre le dossier. Mais tu peux être, par exemple, avec Mathieu, j'ai pris le lead sur BSF. Lui, il a pris le lead sur Mars Attack. On est toujours en copie l'un de l'autre, donc on peut toujours suivre, se reprendre l'un l'autre. Par contre, il y en a un qui gère le dossier pour qu'il avance. Et on fait ça sur donc sur le studio, c'est Amandine évidemment qui a le lead. Sur la partie com, tout ce qui est digital media et digital content, c'est Loïc. Tout ce qui est relations presse à l'international, c'est Clara. Mais chaque fois avec un binôme. Donc, on essaie de monter un modèle. Ouais, c'est ça, agile et en même temps. Qui peut être très efficace. Il faut répondre très vite sur un gros truc et qu'on doit bosser sur aider une grosse entreprise à faire un gros truc comme c'est le cas pour Dour. Et on a en interne 6-7 personnes qui sont pros en graphisme, en IT, en communication, en direction artistique, en programmation, et on peut fournir ces services-là de manière unifiée. Donc on peut faire la charte graphique du festival. On peut faire toute la direction artistique, on peut programmer les artistes dessus, on peut faire tous les encarts publicitaires, on peut appeler les journalistes pour les diffuser, et on peut en plus de ça rassurer les organisateurs en leur montrant un peu les datas et montrer qu'on a fait les bons choix. Et donc on peut fournir tous ces services-là de manière unifiée, quoi. Et vous avez aussi une antenne chaussette avec tu m'as volé ma reco de la fin. Voilà. On me vole toujours tous mes trucs, moi. Ah oui. Bon alors on le garde pour la fin alors. On le garde pour la fin. C'est super. Donc je disais oui, effectivement, autour de Curated by, vous avez aussi vous maîtrisez la chaussette. Alors ce n'est pas vous, parce que c'est vraiment le projet de Mathieu qu'il a fait de son côté, mais on le soutient évidemment aussi. Donc son projet de chaussette s'appelle le Social Club. Et le principe est assez simple. Il propose à un ou une artiste de dessiner ou de faire réaliser une chaussette qui est produite en France. Et tu peux t'abonner, recevoir ta paire toutes les semaines. Donc là aujourd'hui j'ai mis les miennes, c'est celle de Pomme. Et moi aussi j'ai mis les miennes. Et alors voilà, il a mis. Et toi t'as mis Jean-Julien. Jean-Julien. Et alors celle de Pomme, on m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre du bleu avec du noir. Et alors du coup à mon avis on lui a dit aussi, parce que du coup il y a une noire et une bleue. Okay. Et donc déjà on croit que t'as pas mis la même paire de chaussettes et en même temps t'as mis deux couleurs. Donc ça, je crois que c'est un peu foutu de la gueule des gens, mais en même temps ça me fait rire. J'avais pas remarqué qu'elles étaient de deux couleurs différentes. Si, alors quand tu les mets, des fois il y a des gens qui te disent mais t'as mis une paire différenciée. Ah, et c'est pour ça la solitude, parce que c'est la paire, c'est la chaussette qui est toute seule. C'est la chaussette qui est toute seule. Je pense que c'est ça son concept. Et après je vais pas. Je crois un peu de prochaines artistes qui vont être invités. Il va y avoir du lourd. Il m'avait dit aussi, parce que je l'avais vu cet été. Ah oui, moi je veux savoir, parce que moi... Ah non, je vais pas le leaker son projet. On va mettre un bip, mais il va y avoir... Mais on mettra un bip. N'oublie pas de mettre un bip. Oui, moi je n'ai rien dit. Ouais. C'est qui? Et attends, et il m'avait dit qui? Il m'avait dit un autre gros, du lourd, un américain ou je sais pas quoi. Michael Jackson? Ouais. Non, je sais plus. C'était qui? Tu sais plus? Je ne sais plus, non. Non, mais projet super parce que c'est un abonnement de chaussettes, quoi. C'est un abonnement de chaussettes. Il y a une partie qui est reversée à Brussels Refugee aussi. Donc Mathieu est allé cette semaine. Je crois qu'il est allé sur Temps de Midi les voir, justement. Il leur a déjà donné quelques milliers d'euros. Donc voilà, c'est vraiment super parce que ce projet-là permet d'associer son carnet relationnel qu'on a avec le festival
pour réaliser un produit qui est réalisé de manière, qui est produit en France, chez un artisan, etc. Donc un produit de qualité avec de la créativité et qui est aussi un but social, humanitaire, final, social qui est aussi là. Donc le truc prend petit à petit et le soutien. Curated by le volet com l'a aussi un peu aidé sur un peu sur les réseaux sociaux, etc. Donc on peut aussi utiliser pour les projets propres l'écosystème qu'on a créé, donc ça le nourrit aussi, donc c'est bien. Puis on aura des petits projets, plus ça, on va se nourrir les uns les autres, donc ça rentre complètement dans notre écosystème, même si c'est encore un autre volet, c'est le Social Club, voilà. Tout à fait. Donc allez vous abonner, parce que chaussettes super confort. Ouais, et si vous voulez pas vous abonner, vous pouvez acheter à la pièce aussi. Une fois que l'abonnement, une fois à la fin du mois, vous pouvez acheter à la pièce. S'il reste du stock. S'il reste du stock, ouais. Ok. Ben voilà, on mettra le lien. Et je pense que quand les grandes stars vont arriver les mois prochains, il y aura peut-être plus d'abonnements. Je crois qu'il y a un nombre limite d'abonnements. Oui. Donc si vous voulez vous abonner avant qu'il n'y en ait plus, c'est le moment. On va vite aller s'abonner. Oui. Et à un moment donné, les abonnements seront peut-être bloqués. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Toi, t'es abonné, Benjamin? Non, pas encore. Ah, t'as acheté à la pièce. Juste celle de Jean-Julien parce que je trouvais que c'était la meilleure idée de la planète. Oui. Et en plus, j'ai un teckel. Et donc, c'est une chaussette teckel. Et donc, du coup, ça m'a fait super. Mais je vais m'abonner, c'est sûr, parce que je trouve ça vraiment super. Et je trouve pas, le prix hyper prohibitif. Je trouve que le prix est aussi faire. Justement, et là, les chaussettes du mois, c'est des chaussettes vertes, et il faut s'excuser parce que les chaussettes vertes, c'est moche. Ah oui, c'est un artiste anglais. Ah, putain, David Shringley. Qui les a faites, et donc je ne sais pas si je vais peut-être les offrir du coup. Ah oui. Non, je ne sais pas. Si vous recevez des ce qui est bien, c'est que tu peux les offrir aussi si tu t'abonnes et que tu vas à un anniversaire, tu sais pas. Tu t'es commandé des chaussettes. Voilà, comme les Ding Dong Pepper. Comme les Ding Dong Pepper. Ouais, j'en ai encore plein là dans le coin. Moi aussi, j'ai une pile chez moi et dès que n'importe quoi, chez genre une bouteille de vin, non, on boit pas d'alcool, on boit quoi, Ding Dong Pepper. Celui-là, il est moche, je le mettrai jamais chez moi, donc on va le donner. C'est le Fire Festival de l'impression, le Ding Dong Pepper. Oh, je rigole, ça va. Et voilà. Et puis, quoi d'autre? J'avais une question, je crois que tu l'as peut-être pas dit ou qu'on l'a pas posé. Du coup, toute votre activité, vous êtes basé à Liège ou pas du tout? Non, on a 2 bureaux. On a un bureau à Bruxelles, à Saint-Gilles, et le bureau à Liège. Et l'équipe est plus ou moins répartie moitié-moitié. Okay. Entre les deux. En temps normal, on essaye de faire une journée où tout le monde est à Bruxelles et une journée où tout le monde est à Liège. Et puis après, on se redispatche chacun de notre côté. Ça correspond assez bien à notre manière de travailler, quoi. On travaille chacun sur nos projets. Et puis, il y a des moments où on se met tous ensemble pour répondre à des gros projets. Et puis, voilà, on le voit maintenant tout le monde a expérimenté le télétravail. Moi, ça fait quand même longtemps que j'en fais, mais, il y a des moments où pour tout ce qui est créatif, c'est très dur en télétravail. T'as besoin d'être à la machine à café, d'être en présence des gens, de discuter, de réfléchir, revenir avec une idée. Et en fait, il y a un moment donné, si tu ne te vois pas, si t'es pas ensemble, même à travailler dans la même pièce, il y a un moment donné, les idées, ça tourne plus. Et d'un autre côté, quand tu dois taper des dossiers ou taper du code informatique ou remplir ces fameux tableurs Excel, c'est peut-être bien d'être tout seul et pas avoir tout un brouhaha autour de soi. Donc notre manière de fonctionner nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, quoi. D'avoir ce moment où on est créatif ensemble. On a un super bureau à Bruxelles avec une cour intérieure où on peut en temps normal faire des barbecues, discuter, etc. À Liège aussi, on a de super bureaux. Ça permet aussi de travailler avec les clients, les recevoir près de chez eux des deux côtés. On peut les recevoir soit à Bruxelles, soit à Liège. Que ce soit pour le graphisme, que ce soit pour la communication, que ce soit pour tout ce qui est direction artistique et musique aussi. Et puis nous, on se voit pas comme une agence belge, locale ou bruxelloise. On se voit comme une agence européenne. Okay. Étant donné qu'on programme un festival, on a le festival à Marseille, mais sur la promo, il y avait le Primavera. On est en train de bosser aussi avec le Plisken à Athènes, pas mal. Qui est un festival, qui est une espèce de mini Primavera. En fait, c'est la prog du Primavera, mais en format micro-festival. Donc, et t'es à Athènes, qui est une ville que j'adore. Et j'adore les organisateurs. C'est vraiment devenu des potes. Donc, on leur a proposé Curated by, mais bon, là, c'est un peu en train de tomber à l'eau, de faire leur promotion en Europe, nous d'investir dans leur promo. Et d'avoir un pourcentage des ventes sur l'Europe, parce que probablement ils ne vendent pas beaucoup de tickets en dehors de la Grèce, et donc de faire un peu une alternative à
voilà, Berlin n'est peut-être plus si Berlin que l'était il y a 10-15 ans. Le Primavera, Barcelone, c'est devenu énorme c'est devenu un mastodonte. Peut-être que les gens ont envie de revenir à des trucs, surtout avec ce qu'on est en train de vivre, à des trucs un peu plus petits, mais quand même avec une bonne prog et découvrir des nouvelles villes. Et je pense qu'Athènes est la prochaine ville. Et donc, du coup, notre pote Stéphanos là-bas, il nous a déjà ouvert un bureau. Donc, on a sur l'avenue du Pirée à Athènes une enseigne Curated by Athènes. Et en dessous, il a mis FMI. C'est Fuck Music Industry. Il nous a mis une baseline qu'il a écrit à lui-même. Et alors, il s'emmerdait vraiment pendant le Covid. Donc, il est allé acheter comme des carrelages de métro. Ouais. Et alors avec du marqueur ou un truc de lettrage, je sais pas, il a repris tous les meilleurs groupes qu'il y avait sur nos affiches de festivals les dernières années et il a monté une espèce de Pac-Man comme ça sur les murs. Donc on a un bureau à Athènes avec un Pac-Man avec notre prog, Curated by Fuck Music Industry, mais on a pas encore pu y aller. C'est ça, ouais, voilà. Donc on a 3 bureaux et puis on a celui à Marseille aussi parce qu'on va quand même tous les mois travailler là-bas. Non, c'est important d'être proche des équipes et on n'a pas vraiment si on a besoin de points fixes pour recevoir les gens, recevoir les clients, pour être basé quelque part. On est basé en Belgique, ça c'est sûr. Mais par contre, notre terrain de jeu, il est partout, quoi. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu la question qui fâche. Mais t'as commencé un peu à en parler, tout ça. Mais ça va se passer comment les prochains mois pour des gros festivals qui investissent du temps depuis des mois d'organisation? Il y a des choses que tu sais déjà un peu, il y a des choses que tu... Parce que là, attends, on est le combien? On est le 19 mars pour voir, ouais. parce que d'ici une semaine, ce que l'épisode sort, mais en tout cas, ça aura peut-être changé en une semaine. Non, mais là, aujourd'hui, cette semaine, on a eu Werther qui a annulé, Glastonbury a annulé, Primavera a annulé, ça donne Paléo a déjà dit qu'il ne ferait pas son festival de manière habituelle, mais en format à mois l'été sur des petites scènes. Les Vieilles Charrues également. Je crois que le message est clair, c'est juste que le gouvernement l'a pas encore signalé. Il y aura pas de grand festival cet été. J'étais invité la première fois dans un Zoom avec les experts belges ce matin. C'est les responsables culture du côté germanophone et francophone qui m'ont proposé de me joindre à eux pour moi c'était la première fois que j'allais dans ce type de réunion qui se passe à 80% en néerlandais avec des slides et des mecs qui se parlent depuis des mois et donc du coup j'étais plus là en phase d'observation mais ce que je veux dire c'est on n'est pas encore on est au stade où on devrait penser à ce qu'on pourra réellement réaliser en tant qu'alternative, mais même ça il n'arrive pas à s'accorder sur ce qu'on pourra réellement faire. Donc la perspective des grands événements, il n'y aura pas. Et les plus petits, on espère qu'il y aura un cadre qui va être défini, mais il y a tellement encore d'inconnus qui n'arrivent pas à définir ce cadre. Et encore, comme la culture est régionalisée en Belgique, les 3 gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le tempo et ce qu'il faut autoriser ou pas. Donc et en même temps de l'autre côté en France, le cadre était donné de manière très claire, donc c'est à 6 et 5000 personnes. Et alors sur Marseille, donc on se rend compte que financièrement parlant, monter un gradin, c'est hyper compliqué, c'est hyper cher. Si tu vas dans le stade de foot, tu dois louer un stade, c'est pas forcément beaucoup plus bon marché. Les têtes d'affiche ont tout annulé parce qu'elles veulent pas jouer devant un public assis. Ils vont se dire putain, ça va ressembler à rien. Et le public dans les sondages dit qu'il ne veut pas regarder un concert en étant assis. Et puis à côté de ça, comment est-ce que tu organises les bars, comment est-ce que tu organises les toilettes? C'est à la fois, qu'est-ce que tu fais si les gens se lèvent parce qu'ils ont envie de danser, parce qu'ils en peuvent plus? Comment est-ce que tu les tiens 6 heures à leur table et leur chaise sans manger, sans boire parce que pour le moment il n'y a pas de buvette? Et donc le cadre qu'ils ont donné est impraticable financièrement parlant. Les artistes n'en veulent pas, le public n'en veut pas. Et donc, en fait, on sait toujours la même chose que depuis un an, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais le problème avec ces cadres pas praticables, entre guillemets, c'est que du coup, les gros événements vont pas se tenir, mais il y aura pas non plus derrière d'aide financière parce qu'on aura dit, vous pouviez le faire. C'est vous qui avez décidé de pas le faire. Ouais, on en est quand même pas, le jeu ils en sont quand même pas là, hein. Après, les festivals en Flandre ont un système de sauvegarde et d'aide qui est quand même vachement plus conséquent que dans les autres communautés.
Et ça, c'est quand même assez problématique quand même, quoi. Parce que j'ai vu que vous aviez monté une sorte de fédération des gros festivals. Donc il y avait déjà une fédération, je pense, mais qui était pas très active au sein de court-circuit à tout un moment donné. Et là, le directeur du festival de Dour a décidé d'abord pour rassembler les gros et parce que les Flamands, ils sont assez bien organisés dans une fédération avec les gros festivals, mais il y avait pas, déjà à l'époque, il y avait pas beaucoup de grands festivals du côté francophone, en tout cas, il y en avait moins que ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc faire une fédération tout seul quand il y avait que Dour, ou Dour et Couleur Café, c'était un peu compliqué pendant les années. Et donc c'est aussi peut-être pour ça que la fédération s'est pas créée du côté francophone. En Flandre, il y a déjà Werther, il y a déjà Pukkelpop, il y a déjà Tomorrowland depuis quelques années. Et donc il y a maintenant t'as Couleur Café qui est quand même pas mal de place, les Ardentes qui grandissent aussi petit à petit. Et donc ça a peut-être plus de sens aujourd'hui de faire une fédération que ça l'avait il y a 5 ou 10 ans. Donc là il a initié pour avoir un poids auprès des pouvoirs publics locaux comme les Flamands l'ont auprès de leur communauté. C'est ça, parce que j'ai vu que vous aviez posté une sorte de lettre ouverte. Donc la fédération, tous les festivals. La fédération, quoi. Ouais, la fédération des festivals, donc ils représentent, je crois qu'ils sont une quarantaine de festivals, font des communiqués communs maintenant pour parler d'une seule voix et essayer d'influencer, mais on voit que la culture reste vraiment le dernier truc dont on se préoccupe. Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas choisi nous nos modèles de vie, quoi. Nous on a construit notre vie autour de la culture, autour de la créativité, autour des concerts, autour de la sociabilisation. Nous on vit de ça. Quand je dis nous, c'est nous 4 autour de la table. Je pense qu'on est tous là-dedans de manière assez proche et nous, nos modes de vie ne sont pas du tout, on pense, la majorité des gens vont bosser, promener le chien et font une balade en forêt le week-end et de temps en temps un resto, youhou. Et eux, ils sont, je vais pas dire qu'ils ont la vie facile, mais ils sont moins impactés que je pense, des gens comme nous notre vie, c'est rencontrer des gens, voir des concerts, voyager, organiser des événements. Et organiser des événements, on pense que ils s'amusent à faire de la culture. J'allais dire là, on va reboucler sur l'éternel sujet. Ton métier, c'est ton hobby, ta passion, machin. Non, c'est pas ça. C'est que, si, tu pourrais parler de ça, mais en fait, oui, si. Non, mais je veux dire dans la tête des gens qui ne sont pas. Oui. Ouais, mais organiser un événement, faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Quand tu mets plusieurs millions sur la table et que tu peux avoir, je ne sais pas, moi, déjà, il faut vendre tes billets. Donc, déjà, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, imaginons que tu arrives à vendre tes billets, t'es déjà content. Après, tu dois gérer tous les risques météo. Tu peux avoir une tempête. On l'a connu sur le Pukkelpop. Donc, tu dois avoir cette responsabilité-là. Puis, il y a eu l'histoire de tout ce qui est attaque terroriste aussi, où tu as dû mettre en place. Et maintenant, il y a tout ce qui est responsabilité sanitaire. Voilà. Et j'ai beaucoup de respect pour et après tu dois monter des fois des structures éphémères dans des champs où il y a strictement rien. Donc tu montes une ville de 50-60 000 habitants. Donc tu dois amener que les gens se rendent compte des kilomètres de barrières, mais aussi de câbles électriques, d'eau, d'évacuation, de toilettes. Tu montes une ville, quoi, où il y a 50-60 000 habitants pendant 4 jours qui vivent. Donc on te demande de créer une ville, tu prends tous les risques financiers, ton modèle fonctionne, tu arrives à vendre tes billets, et après ça, t'as tous les risques météo, pandémie, attentats, etc., et sécuritaires, milieu festif et tout, à gérer, et on te dit que c'est pas vraiment un boulot, que tu fais ça pour le fun. Il y a un côté qui est vachement c'est un des métiers les plus durs, honnêtement, quand tu le fais comme ça, c'est un des métiers les plus stressants. Ça, t'as beaucoup de responsabilités, t'as très peu de certitude. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, on en a parlé tout à l'heure, tu te ramasses aussi violemment. Donc c'est un métier et un boulot qui est à haut stress, à haut risque, à haute responsabilité. Et on te dit c'est pas grave si tu fais pas un peu de musique, ça te fera du bien. Enfin, je veux dire,
c'est complètement pas du tout se rendre compte de ce que c'est ce taf-là pour lequel nous, on vit pour ça. Mais heureusement que tu vis pour ça, parce que t'as tellement de contraintes, de stress. Oui, si t'avais pas le facteur fun. Si tu le faisais juste pour te faire du fric, franchement. Tu ne le ferais pas. Oui, tu ne le fais pas, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, chaque année, quand le festival commence, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis remis là-dedans, quoi? Je me dis, mais quel est le côté, Pourquoi je m'inflige ça? Ouais, c'est ça. Je crois que un jour, il va falloir que je prenne quelqu'un qui est juste là pour noter ou filmer ou enregistrer, je sais pas, tout le festival et qui tous les mois me rappelle. Voilà Salut, voilà ce qui s'est passé il y a un mois. Après, c'est l'euphorie du moment ou de la fin où ça tout s'est bien passé qui permet de redonner le boost pour le relancer. Non mais attends, quand tu te réveilles un mercredi matin, tout est prêt, t'as changé de site, etc. et que t'as ton téléphone qui sonne et qui te dit bon, finalement, Solange, elle viendra pas demain parce qu'elle est malade. Solange, la sœur de Beyoncé. Mm-hmm. Elle est malade et que c'est ta tête d'affiche du premier soir de ta grande scène et que c'est dans 24 heures et que tu changes de site et que déjà tout le monde est stressé et qu'il te reste plus ou moins 5 heures avant de l'annoncer et qu'il doit trouver une autre tête d'affiche en 5 heures et que t'as un niveau de stress et un niveau, les équipes sont machin. Oui, parce que c'est ça, quand t'arrives au moment où le festival s'ouvre, toi, ça fait déjà minimum 3 mois où t'es genre en mode maximal, t'es au bout, t'es déjà complètement cramé en fait. Donc moi, ma période de stress, c'est plus sur l'automne, parce que quand on doit faire tous les choix artistiques et les têtes d'affiche, là, t'as beaucoup de pression pour l'argent. Oui, c'est ça. Après, c'est plus la partie logistique après, d'abord. Si tu fais la promo, donc t'as le stress pour vendre les billets et tout annoncer jusque normalement fin mars. Après, avril-mai, c'est un peu plus calme. Et puis, effectivement, en juin, là, tu remontes parce qu'il y a tous les faux copains qui te demandent des tickets gratuits. D'ailleurs, oui, d'ailleurs c'était non, et tout, il y a tout plein de trucs qui te tombent dessus. Puis après, t'as l'œil du cyclone quand le festival a lieu. T'as des bars et des restaurants qui sont fermés pour cause de Dour Festival à Liège, avec des panneaux dessus, désolé, en raison du Dour Festival. Et tout le monde, tous les médias sont là, etc. Et le moindre truc, c'est à toi de le gérer ou de le co-gérer avec tes collègues. Et après, t'as plus personne qui t'appelle du jour au lendemain, donc tu passes dans un niveau d'occupation, de stress, et puis de vie en communauté aussi. Tu travailles proche avec des gens tous les jours, 7 jours sur 7, etc. Et puis t'as plus envie de voir personne, mais alors tu dois retomber dans la solitude totale du jour au lendemain, sans plus aucune pression. Et donc t'as une déprime après pendant un mois, et tout ça, on me dit que c'est juste ton hobby, hein, donc. Ouais, c'est ça. Et pour les annulations, du coup, vous avez des plans B, des grilles de données de plan B, ou vous le faites Ça dépend des cas. Quand Asap Rocky était en prison et qu'on essayait de le faire sortir. C'est vous qui avez essayé de le faire sortir? L'agent m'a demandé d'écrire une lettre au juge pour dire que je trouvais ça super important qu'il sorte. Okay. Et donc, à une semaine du festival, j'étais en train d'écrire une lettre au juge, et je me suis dit, putain, dans quoi je me suis mis encore? Puis ce n'est pas passé, donc on a demandé à Donald Trump a fait un tweet aussi. Il a dit, faites sortir Asap Rocky. Ah ouais? Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Ça n'a pas marché non plus, donc je me suis dit, ça va. C'est vrai, si même Donald si Trump... Donald, il a pas réussi, c'est normal que j'ai pas réussi. Et donc, évidemment. Ça t'en fait un point, en tout cas. Non, puis c'est peut-être l'inverse. Ils sont peut-être dit, écoute, on a déjà dit non à Alex, donc on est obligé de te dire non aussi, Donald. Donc, j'ai vu que Donald n'avait pas réussi, donc pour mon ego, ça va, j'étais pas trop blessé, quoi. J'ai réussi à gérer. Et donc, là, on avait commencé à regarder un peu ce qui se passait à les autres festivals, quels artistes ont des offs. Et là, c'est rigolo d'utiliser les datas. Tu me dis, sors-moi toutes les têtes d'affiches qui sont en tournée le week-end de Dour, qui ont des dates confirmées, mais pas le dimanche. Ouais. Ah ouais. Et là, il t'en sort 5. C'est ça. Et là, tu prends le téléphone. Tu prends le téléphone, t'appelles le premier. Oui, non. Et alors, on avait repéré un qui était Schoolboy Q, qui est dans la même agence que Asap Rocky. Et lui, il avait été booké à Woua, aux Pays-Bas, le samedi, parce qu'il y avait un autre artiste qui avait annulé. Je crois que c'était Burna Boy ou un truc comme ça. C'est le type, le plan B de tout. Non, mais j'ai une autre anecdote. C'est le plan Q. Le plan Q. Non, le plan B de Solange, je t'en parle après. Ça me fait beaucoup rire. Et donc, Schoolboy Q, on a vu qu'il était dispo le dimanche. Et donc, comme c'était la même agence que Asap Rocky, on a dit à l'agent, pour lui mettre un coup de pression, si t'annules. Non, parce qu'à un moment donné, je dis à l'agent, Asap Rocky, il va pas venir, est-ce que tu peux m'annuler? Parce qu'on ne vend plus des billets. On se fait engueuler par le public parce qu'on n'annonce pas qu'il est annulé, alors que tout le monde sait qu'il est en prison parce qu'on parle de ça. Et l'agent me répond, ah non, il sera là dimanche. Moi, j'ai tout fait, j'ai lancé une pétition pour qu'il vienne, j'ai même demandé à Donald Trump de faire un tweet, donc il sera là dimanche. Mais si tu veux annuler, tu me dois un dédommagement. Wow. Ça pas.
Ok. Donc c'était super, genre, ok, donc c'est moi qui annule alors que tout le monde sait dans les médias qu'il est en prison. Ouais. Et alors après, on a dit à l'agent, écoute, si tu arrives à annuler, à raisonner le management et dire que c'est annulé, on te transfère le montant sur Schoolboy Q. Et donc lui, il savait qu'il allait perdre l'argent de ASAP Rocky, Ouais. Qu'il allait devoir rembourser le management. qu'il allait devoir nous rembourser nous, et qu'il oui. allait perdre sa commission. Sauf s'il arrivait à convaincre le management d'ASAP Rocky de lâcher, là il gardait sa commission sur Ouais, l'autre c'est ça. artiste. Ouais. Donc on a mis la pression sur ça, on lui a dit si tu, et ça a fonctionné, donc ASAP Rocky a lâché, et donc on avait directement le plan B annoncé, et le public attendait autant Schoolboy Q qu'ASAP Rocky, donc on a vraiment bien joué notre coup, c'était un coup stratégique. Dans une heure après dans la minute où ASAP Rocky annulé, j'ai fait un mail à l'agent, je lui ai dit tu as 60 minutes pour confirmer Schoolboy Q, sinon j'offre, et je lui ai cité d'autres noms d'artistes que j'avais pas. Random. J'ai tel autre artiste qui veut prendre le spot et je dois annoncer ce soir à 20h, donc t'as une heure pour je crois que t'as 59 minutes. C'est vraiment du stratégo à ce niveau-là. Et 38 minutes après, on avait la confirmation, on a pu annoncer que Schoolboy Q remplace, et là, les gens, ils étaient dedans, ils ont dit, putain, meilleur remplacement de l'histoire du remplacement. Mais ça, c'est des fois ce qu'on a. Et alors, l'autre blague, c'est le remplacement de Solange. C'est en fait, mais c'est plus une impression que c'est Gucci Mane. J'ai l'impression qu'il se loue une villa à Ibiza, qu'il a un jet privé ou une compagnie de jet privé, il est en contact, et dès que t'as une annulation, t'as l'agent de Gucci Mane qui fait un petit mail. Si tu veux, Gucci, il peut venir. Donc lui, en fait, il prépare pas de tournée. Ouais, c'est ça, il va juste Il se prend sa petite poser villa. à côté de sa piscine. Il sait bien que quand il faut, paf, il monte, il va faire le show, il revient. C'est ça. Et il peut, comme ça, remplacer. Donc, c'est devenu un peu la blague, c'est que dès qu'on a une annulation, c'est, si tu veux, Gucci Mane, il peut le faire. Et je crois qu'il nous a déjà proposé 3-4 fois. Le mec, Hyper drôle. Mais vous l'avez jamais pris en année. si, il a remplacé Solange, et ça s'est bien passé, les gens étaient super contents. Après, on va pas le faire tous les ans, quoi. Parce Ouais, que, ouais, c'est ça. à chaque fois, il tente le coup, quoi. Après, ça peut être une super bonne Si vanne. tu veux, ça, Gucci, Le si tu running veux, gag. Gucci Mane, il le fait. Bah ouais, enfin, On c'est- sait. On sait. Après, c'est un autre plan de carrière, quoi. Tu te mets, tu sais bien qu'en hip-hop, il y a beaucoup d'annulations. Donc, toi, t'es un rappeur, tu te fais pas chier à monter une tournée, tu te mets juste, tu te poses. Dans un endroit que Ça, t'aimes tu bien. choisis un endroit Tu stratégique. passes l'été là-bas, et puis, paf, c'est un autre modèle. Ouais. Donc ça, c'était Marrant. un peu le truc drôle sur Gucci Mane. Ouais. Mais, y a déjà, des- moi, je suis hyper contente de cet épisode parce qu'on va pouvoir remplir notre playlist Oui, avec déjà. tous les artistes qu'on a cités. cités. Ouais. Et ce qu'on peut faire, c'est passer à la recommandation culturelle de fin d'épisode. Tout à fait. Tout le monde, t'as un truc en Moi, tête, je n'ai Alex? rien préparé, mais pour le moment, j'écoute toujours un ou une artiste, ou les deux, dont je sais jamais dire le nom. Ben, on peut se lever, C'est aller chercher. Earth Theater, non. Earth, ça commence par Earth, ça termine par Theater. Mais alors c'est très dur. Earth Theater? Earth Theater. Theater. A Fever. A Fever. Fever A Ray. fever. Fever Ray. Non, C'est c'est pas Covid safe, ce nom. A Fever. Non, là, pour le moment, je suis complètement, c'est Loïc au bureau qui nous en avait parlé. Enfin, donc, il avait mis le tag Loïc 2020-2021 dans Bouillard. Ok. Donc, je suis allé checker ces tags, je suis allé écouter et là, il y a une réédition en février. Et plus j'écoute, plus, et je sais pas vraiment définir, ce Le qu'elle style fait, ou ce qu'il fait déjà, c'est ambigu. Ouais. Et t'as à la fois des fois c'est de l'ambient, des fois c'est lyrique, des fois c'est des chants d'oiseaux, des fois c'est. Ok. Ouais, est-ce qu'on est un C'est peu des sur une chansons. esthétique proche de Sophie? Tu sais, à mon avis, il doit avoir le tag Escape Room comme pour Sophie Ouais, c'est ça. et comme pour Tyler. Donc Sophie, paix à son âme. Donc, ça doit être de l'escape room. Ouais, dans ce truc-là, mais plus ambient expérimental. Ok. Et ça m'intrigue, parce que plus j'écoute, plus je me dis, putain, ça c'est toujours excitant quand tu découvres un nouveau genre comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu te dis, tu te dis pas ça, j'écoute un truc qui ressemble à, tu te dis non, ça, vraiment l'impression d'écouter un truc nouveau, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ben super. C'est qu'on il y a 2 épisodes d'ici, on a relancé notre playlist Amour Chips avec toutes les musiques desquelles on parle. Et vu qu'ici on a parlé de beaucoup de musique, Ouais, je on pense va qu'on va bien bien pouvoir pouvoir la remplir. Donc dans la description, il y aura le lien vers notre playlist
Amour Chips. Vous, de votre côté, Benja, Maureen, vous avez un truc? Moi, c'est une reco, mais en n'ayant pas fini, mais là, ça s'annonce bien. Le livre Je n'aime que la musique triste d'Adrien Durand. Ah oui. Happy to be sad. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors peut-être, je crois que ça doit pouvoir se commander sur les internets. Ok, c'est une publication indépendante. Ouais, c'est ça. C'est lui, il a créé Sa propre maison d'édition. Oui, qui est aussi une zine webzine. Enfin bref, un truc où il fait un peu bien ce qu'il veut et il édite un peu bien les gens qu'il aime. Et donc lui-même. Et où est-ce que j'allais en venir? Donc oui, ça, je pense que ça se commande sur internet. Et sinon, chez vos dealers de disques, par exemple, moi je suis passée chez Balade Sonore, il y en a quelques-uns planqués sous le comptoir. Ok. Voilà. Et ça consiste c'est des nouvelles, c'est un roman? Ouais, c'est une compilation de petits textes très alors, enfin, tu vois, écrit comme ça sort, pas trop retravaillé, et justement sur des anecdotes liées à sa vie dans la musique et sa relation à différentes chansons, différents artistes. Tout ce qu'on aime. La sad music. On va lire ça direct et on va mettre ça, le lien. Et moi, du coup, chaîne YouTube. Ah, une chaîne YouTube, c'est bien. Ouais, pour changer un peu des films et tout. Je pourrais conseiller le dernier Disney, mais je ne vais pas le faire. Qui est quoi, le dernier Disney? Le dernier dessin animé Disney, Raya et le dernier dragon. Ah, il est sorti. Ah oui, mais il faut l'acheter. Il faut l'acheter, ouais, on a compris. Oh là là, faut payer un abonnement. Il faut payer un abonnement pour pouvoir l'acheter. Ouais, c'est fou ce truc. C'est ça, j'ai pas compris. Je voulais le regarder avec mes enfants et puis en fait, tu vois, on paye Disney Plus et tu dois encore payer pour pouvoir le regarder. Ouais, ils abusent. Ou alors il faut attendre. C'est l'Amérique, ça. C'est l'Amérique. Une fois, j'avais un vol intérieur entre deux villes aux États-Unis. À un moment donné, tu rentres dans l'avion, c'est un petit avion genre. C'est un petit Boeing à la Ryanair, quoi. Et alors, t'as les écrans comme dans sur chaque siège, comme dans les grands vols intercontinentaux. Et alors, il y a un texte qui passe, c'est swipe, swipe, swipe. Pour avoir les vidéos, c'est swipe, swipe. Mais je sors super agressif, tu sais pas désactiver l'écran. Et tu peux swiper ta Visa directement dans pour payer les films, quoi. Pour que ça arrête de clignoter. Et pour pouvoir voir les films. Et le truc, c'était swipe, ça clignotait, mais genre orange, genre des lumières hyper agressives. T'avais envie de. Donc où tu payes ou tu fais une crise d'épilepsie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu Disney aujourd'hui. Voilà. Et donc Disney Raya. Swipe. Raya, bien mais pas ouf. Voilà, okay. donc voilà, mais sinon, ne le payez pas, du coup, attendez. Attendez ou trouvez-le. Sinon, chaîne YouTube, c'est une chaîne qui s'appelle Delish, c'est une chaîne américaine, on est resté dans les États-Unis. Delish, ouais. Okay. C'est un truc un peu ridicule, absurde, mais que je sais pas pourquoi, c'est une sorte de fussoir qui m'absorbe dans mon écran, et en fait, elles ont plusieurs formats, et elles en ont deux que je trouve très drôles. Il y en a un où c'est une nana qui va dans les parcs d'attraction. Je crois que j'ai déjà dit que j'aimais bien les parcs d'attraction. Ah ouais, moi tu me l'as déjà dit en tout cas. Ouais, et elle se filme en train de manger toute la nourriture qui est disponible. Ah oui, je me souviens, tu m'en avais parlé. Et genre, c'est super rigolo. En fait, elle fait une espèce de test en disant, j'ai pris cette glace, c'est pas mal. Et donc, elle va dans les parcs d'attractions américains qui sont gigantesques où ils te proposent des tours de McMuffin, bazar, truc. Donc, c'est très drôle. Et il y a ça. Et il y en a une autre qui fait ça, mais dans les chaînes de fast-food américains. Okay. Donc, elle arrive. En plus, c'est des filles toutes menues, tout ça, toutes Instagrammables, tout ça. Et elle arrive au Quick ou au McDo ou j'en sais rien. Et elle arrive, bonjour. Je veux toute la carte. Elle a devant elle toute la bouffe et elle prend son temps à tout déguster, tout ça. Et donc moi, ça me fait beaucoup rire. Et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait que Internet est carrément super. Et en fait, je regarde cette vidéo et je me dis mais qu'est-ce qu'il est arrivé à un moment donné pour que quelqu'un se dise je vais me filmer en train de bouffer des trucs mais de manière complètement cataclysmique et c'est des millions de vues quoi. C'est pas une petite chaîne où ils sont 30 quoi, c'est genre un truc gigantesque quoi. Donc voilà. Petite, et Damien, toi, t'as des recos? Ouais, moi j'ai deux petites recos. J'y ai pensé au fur et à mesure parce qu'à un moment donné, tu as pris tu as fait une métaphore, Alex, sur le fait que vous êtes des détecteurs de métaux. Ah oui, j'ai oublié de la noter, mais j'y ai pensé aussi. Tu vois, t'as dit ça à un moment dans le podcast. Et moi, on m'a conseillé et j'ai commencé à la regarder cette semaine. La série sur Arte. Arte, j'ai commencé, ouais. De détectoristes. Ouais. Et c'est super bien. Je crois des gens qui détectent du métaux. Ouais, c'est ça. C'est sur des détecteurs. Mais c'est une série. Ça dure 20-30 minutes, c'est des petits épisodes. Ouais. Ils commencent dans un champ et puis. Genre documentaire ou non, c'est une série fiction. Quoi. Et puis voilà, ça part comme ça. Ouais, c'est ça, c'est fiction et c'est humour anglais.
C'est des courtes saisons comme toutes les séries anglaises. Donc il y a 6 épisodes, il y a 2 saisons de 6 épisodes et chaque fois des épisodes d'une demi-heure. C'est je pense que dans l'équipe ou dans les acteurs, il doit y avoir des gens proches de The Office UK, des genres de trucs. Donc c'est un peu la comédie, le sitcom habituel à l'anglaise, quoi. Mais avec un truc un peu plus, enfin, comparé à The Office, un peu plus lent, contemplatif, mais hyper attachant quand même, quoi. Ouais, les personnages sont vraiment super. Ouais. Et voilà, donc c'est très rigolo. Ça c'est une chose. Et puis tu venais de parler d'internet et hier j'ai écouté le dernier épisode de Fanny Ruet avec donc Les gens qui doutent avec Dan Gagnon. Déjà, écoutez-le, ça c'est ma recommandation. Écoutez cet épisode avec Dan Gagnon et Fanny Ruet parce qu'il est vraiment cool. Et en fait, il est inspiré dans cette nouvelle idée, il a toujours essayé d'être quelqu'un de bien et de gentil, hein. Dan Gagnon, c'est vraiment un gars super. Mais il a été inspiré par, maintenant il est beaucoup sur TikTok. Et donc sur TikTok, il suit des gens qui en fait font juste des trucs, d'accord, ils ont des millions de followers sur TikTok, mais ils font des trucs juste gentils, sympas. Genre, il y a un gars qui présente des outfits of the day, des tenues, tu vois. Et donc, il est juste, vous savez, vous pouvez simplement vous habiller comme ça, vous mettez ça, et c'est vraiment super. Et donc, voilà, tant que vous êtes heureux, c'est cool. Et il prenait l'exemple de, alors, on va maintenant faire une, je sais pas où je suis rendu, moi, avec cette histoire. Non, mais tu sais quoi, je pense que nous non plus, et les gens non plus, mais c'est pas grave. En fait, je me suis perdu, j'ai perdu les gens, j'ai perdu tout le monde. Bon, salut, adieu. Non, et donc voilà, mais allez écouter l'explication de Dan Gagnon. Plus clair sur les gens qui doutent. Ouais, c'est ça, je mettrai le minutage exact de cet extrait-là, parce que je l'ai écouté hier en m'endormant, et donc c'est pour ça que... Voilà, c'était mes recommandations. C'était super. Eh ben, quoi d'autre? Est-ce qu'on wrap up? Alors, on va wrap up. On va commencer. Enfin, on va terminer. Déjà en demandant à Alex, c'est quoi les endroits où il veut qu'on envoie les gens? Sur curatedby.be.eu. Ça, c'est pour le... Si vous êtes intéressé par la curation, les algorithmes, il y a le petit blog en anglais, mais pour le moment, il y a que 2 articles, c'est smartcuration.io. Et là, j'ai commencé un prochain article qui est j'explique comment je me suis fait une playlist de recommandations de musique jazz pour la maison, en expliquant quelles données j'ai utilisées, quels critères, pourquoi j'ai choisi ces critères-là, dans cette idée d'expliquer un peu comment les algorithmes sont faits, en fait. Avoir un côté un peu didactique par rapport à ça. Faut que je le relise et que je le fasse traduire. Et donc ça sortira à peu près. Ouais, mais là vous vous abonnez à, il y a une adresse mail et puis dès que l'article est publié, tu le reçois par mail. Ouais, on mettra c'est un Substack, c'est gratuit. Ouais, okay. Donc Smart Curation, vous allez mettre votre adresse mail. Booker, pour le moment, c'est un peu une landing page, j'espère pour le mois de juin, pouvoir commencer à vendre des licences à d'autres programmateurs. Faut que je regarde encore un peu mon business plan. Corail.studio pour les réalisations qu'on fait avec Amandine. Là, on va sortir un site de saucisses. C'est un copain qui fait de la saucisse à Bruxelles qui veut vendre ses saucisses en ligne. Donc, on lui a installé un petit Shopify. On peut se faire livrer sa saucisse à Bruxelles à la maison les mercredis et samedis. Pas à Liège, à Liège, point de retrait, quai de Corommeuse, numéro, je crois, 23, mais tout ça sera sur le site web. On va le lancer ce week-end, le site, ou tout à l'heure, cet après-midi. Dont le logo a été fait par nos amis de Lyon, les Superscripts. Patrick et Pierre. Ok, qui est un teckel aussi. C'est un teckel, c'est ça. Donc on en profite pour faire un gros big up à nos chétanes préférés. Tu leur dis bonjour à chaque fois, je pense. C'est vrai. Patrick, il me manque, hein, putain, il me manque, quoi. Patrick, avant, on se voyait genre tous les 3 mois, quoi. Là, ça fait 2 ans. Patrick, je le vois aussi de temps en temps, on rigole toujours bien avec Patrick. Ah oui, quand tu vas avec les nuits sonores, pour les nuits sonores et tout ça. Ouais, pour le festivalier. Ah oui, pour le Festival. Festivalier, exact. Festivalier. Ouais, et bon, voilà. Bah ouais, cool, super. Saucisses. Très bien, saucisses. Et donc on peut emballer. On peut emballer. On emballe les saucisses. Il faut les gens, ils nous retrouvent où? Alors nous, oui, c'est vrai, il y a nous. Il y a nous aussi. Les gens. Alors, Amour Chips. Oui. Amour Chips, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, c'est @Amour Chips, donc c'est Facebook, Instagram, Twitter. Et donc donc ouais, on nous retrouve là-bas. On a un Patreon aussi si vous voulez soutenir un peu le podcast et donc donner un petit peu de votre moula
De votre bel argent. De votre bel argent à nous. À nous. Bah, c'est Amour Chips aussi sur Patreon. On mettra tous les liens. Et puis on nous retrouve surtout sur toutes les plateformes de podcast. Vous balancez des étoiles pour qu'on puisse être arrivé dans les applications de podcast des gens pour que plus de gens nous écoutent. Parce que ça, c'est toujours sympa. Yes. Et puis, il faut pas hésiter à nous parler aussi, parce que il y a quelques personnes qui viennent N'hésitez nous parler pas. en DM, et c'est toujours... Venez C'est slider vrai, dans ça nos DM. Il y a des gens qui viennent slider en DM et qui racontent des trucs gentils, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. moi, N'hésitez j'ai pas été mis au courant, Mais va lire mais je suis pas sur... Ouais. sur les internets. Je suis pas sur internet. Donc Alright. voilà, bah, on a fait le tour. Eh ben, du coup, maintenant, on peut dire au revoir. On peut dire au revoir. On peut encore dire merci à Ouais, Alex. merci. Merci à vous Alex, pour d'être l'invitation. C'était Avec cool de grand discuter avec plaisir. vous. À fond, super. Merci à toi. Et on se retrouve genre dans 15 jours, un truc bah comme oui, ça. dans 15 Approx. Approx. Bisous. Allez, bisous, bye. salut. Ciao. Salut. Vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média. Benjamin, Damien et Maureen. Ça, c'est moi. Je me suis également occupée du mix et Damien a fait le montage. Quant aux musiques de générique, elles sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à tout vite.